Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour un 34e épisode. Je suis très, très, très heureux de vous retrouver parce que, en même temps, je retrouve dans cet épisode Mathieu Bellil. Enfin, on a trouvé le moment, le sujet pour le réentendre. Et vous allez voir, c'est une réflexion vraiment intéressante sur l'intelligence artificielle, sur sa supposée fatalité, sur l'impact collectif que ça a sur nous. Et Mathieu part d'anecdotes vraiment, vraiment intéressante parce qu'on ne l'a pas vu aussi cette année, on ne l'a pas entendu parce qu'il est en pleine écriture de 2 essais, si ma mémoire est bonne. Je sais qu'il en termine un, mais quand on s'écrivait cette année, il me disait qu'il était en train d'écrire deux essais. Et aussi l'impact de l'IA sur son travail de professeur, sur les étudiants, sur les profs. Et vous allez voir, c'est vraiment une réflexion intéressante, surtout que dans cet épisode-ci, on a également la visite de Mélissa Thériault, qu'on avait entendu venir nous parler de l'essai sur le voyage de Henri-David Thoreau au Québec. Elle avait participé à la réédition de ce récit de voyage. Et Mélissa Thériault, elle est professeure de philo à l'UQTR. Donc, dans la discussion avec Mathieu, elle amène aussi ses réflexions qui sont vraiment intéressantes et qui révolutionnent, je pense, pas nécessairement pour le mieux. Je sais qu'on a un discours très techno-optimiste autour de l'IA, mais j'ai l'impression qu'on mesure mal les impacts réels. Puis je pense qu'il faut se poser des questions. Il faut arrêter de tout accepter ces révolutions technologiques qui, souvent, ne partent pas d'un besoin réel, mais d'une injonction économique, je dirais techno-économique. Alors, Mélissa va apporter ses réflexions et elle est là aussi parce qu'on essaie des affaires encore. C'est le laboratoire de la balado. Quand elle était venue pour l'essai sur Henri-David Thoreau, elle m'a dit « Ah, moi, j'aimerais peut-être ça faire une chronique sur la recension de lecture féministe pertinente, puis c'est quelque chose que j'avais pas vraiment à la balado. Puis je suis toujours content d'accueillir des nouvelles voix. Alors, on va inaugurer une nouvelle chronique aujourd'hui. Elle nous parle d'un livre en particulier. Et à la fin, on a un segment qui est vraiment, vraiment, je pense, pédagogiquement incontournable sur l'antifascisme, sur la Nouvelle Alliance, sur la montée de l'extrême droite au Québec avec Quentin Lehmann, qui est ce militant écologiste qui vient nous présenter des militants de différentes sphères, des gens qui font des choses. On ne peut pas juste parler puis s'indigner avec un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des gens qui sont dans les manifs, qui réfléchissent. Et là, on va parler d'antifascisme et de la montée de l'extrême droite. Et c'est vraiment, vraiment un segment pertinent parce qu'il est arrimé à l'actualité avec des lettres, entre autres, qui ont été publiées dans Devoir. Je ne vais pas trop vous en dire parce que je veux que vous écoutiez l'épisode jusqu'à la fin. Alors voilà, c'est le menu de ce 34e épisode. Bonne écoute, tout le monde. Hey, Mélissa Thériault! Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes de retour. C'est la première fois que vous chroniquez, hein? Oui, je pense que oui. Parce que vous êtes venu parler de cet essai de Thoreau Oui. Au Québec. Qui était une réédition. Mathieu Bellil! Allô? De retour? Ben oui. Avez-vous lu Quelle ça? joie. Cet essai? Non. Un formidable essai. Pour vrai? C'est un récit de voyage. Ça vaut la peine. De Henri-David Thoreau Oui. au Québec. Oui, qui est venu au Québec En et qui livre ses impressions. C'est ça. Puis est-ce que c'est plus favorable que Tocqueville, par exemple? Tu sais, Tocqueville qui dit en gros... Les Canadiens français sont cachés en dessous de la jupe de leur prêtre et curé. Tocqueville, au moins, s'était promené pour la peine. C'était pas faux, Mathieu? C'était pas faux, non, mais c'était un peu court. C'était un peu court, mais Thoreau, c'est encore pire. Là. C'est quand même un vieux grincheux là, qui se promène, puis il connaît pas aussi bien la situation qu'il le pense. Mais il trouve que la bouffe est pas très bonne. Ouais, il aime pas notre bouffe. Ouais. Hey, sérieux, je vais lire ça. Pour vrai, il faut lire ça. C'est vraiment intéressant. Ben oui. Puis c'est publié chez quel éditeur? Chez Moult Éditions. Chez Moult? Ah, le diamant brut caché dans nos librairies. Oui, vraiment. Merci. Hey Mathieu, comment ça va? Ça fait longtemps? Ça va bien, Fred. Puis on n'arrivait pas à trouver un sujet? Parce que la balado a changé, elle s'est radicalisée. Hein? Ah, c'est ça, je sais pas si vous avez remarqué. Je ne savais plus. Là, ouais. La fenêtre d'Overton, je suis moins centriste qu'avant. Je suis moins centriste qu'avant. Comme si j'étais centriste avant. Oui. Non, mais c'est un plaisir d'être là. Ouais, merci, Fred. Et vous allez... D'ailleurs, on va se reparler bientôt parce que vous allez venir présenter... là, on l'a pas, le numéro? Non, on l'a pas parce que... Mais je le reçois aujourd'hui de l'imprimeur. L'inconvénient? L'inconvénient numéro 100. Pow. Centenaire. Ouais. Non, pas tant que ça. Ben, centenaire en termes de numéro, mais ça fait 25 ans. Voilà. 25 ans quand même.
Vous êtes en écriture? Je suis vraiment à la fin, là. Je suis comme je suis dans les dernières révisions, là, au moment où l'écriture se transforme en maladie mentale. Bon, alors... ça sert à un éditeur ou une éditrice. Soigner ici un peu aujourd'hui. Toutes nos pensées vont à votre famille, qui vous supporte. Oui, ou vous endure. Ma blonde, avant même quand elle lit mon livre, elle n'a aucune surprise. Elle a déjà tout entendu. Ben oui, puis elle est même tannée. Ouais. Vous m'avez proposé quelque chose qui titille ma curiosité. Oui, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé la dernière chronique de Coralie Laperrière, puis qui est venue parler des effets de l'intelligence artificielle sur sa vie et sa carrière. Elle s'inquiétait, alors je ne serais pas trop inquiet pour elle parce qu'elle a des ressources, mais elle s'inquiétait entre autres de se faire voler des blagues par les téléphones intelligents au point de penser à s'acheter un flip phone pour être sûr de ne pas être entendue. Alors, pour avoir demandé à ChatGPT de me raconter une blague de gauche, je ne serais pas trop inquiet. Non, D'ailleurs, je vous en donne une parce que j'ai demandé une blague à ChatGPT. J'ai dit, faites-moi une blague de gauche. Alors, je vous en cite une, vous allez voir, vous allez pourquoi les capitalistes... attendez, voyons. Pourquoi les capitalistes ne jouent jamais à cache-cache avec les marxistes? Réponse. Ça commence bien. Oui, c'est ça. Réponse. Parce que même quand ils se cachent bien, on finit toujours par retrouver la plus-value. C'est pas si pire. C'est nul. C'est de l'IA. Oui, c'est de l'IA. On est quand même habitué. La barre est basse, là. Oui, mais en tout cas, je l'avais encore. Je trouve que pour de l'IA... Mais j'ai dit... Non, mais après, j'ai vraiment dit, par contre, c'est vraiment pas drôle. Puis là, il dit, OK, je vais monter ça d'un cran. Puis il m'en a fait une meilleure. Mais bon, regardez. Vous savez que vous avez tué, juste cette requête-là sur ChatGPT, vous avez tué 11 bébés dauphins. Je veux juste le dire. OK, on peut c'est méchant, les dauphins. Ceci dit, Coralie a raison. Ouais. L'intelligence artificielle, avant d'être une révolution culturelle, sociale et politique, est d'abord la plus grande entreprise de vol de propriété intellectuelle de l'histoire de l'humanité. Je n'exagère pas, parce que, alors, à côté de ce qu'est en train de faire l'IA générative, là, Napoléon et ses trésors d'Égypte, c'est de la petite bière. OK? Tout ce qui s'est écrit, peint, tourné depuis 2000 ans, de Homère à Shakespeare en passant par Marie-Claire Blais et le grand Marc Fisher. Oui. Tout ce qu'il y a de vivant, des voix, des images, celles des acteurs, des actrices, d'animateurs comme vous, Fred. Oui. Un jour, Fred, il y aura peut-être une balado de Fred Savard sans vous, générée par l'IA. D'ailleurs, vous m'avez envoyé... Moi, tant que je la produis puis que les dons rentrent, là, non, mais ça serait la Bizarro balado de Fred Savard. Ça serait le formidable. Bizarro World. Oui, l'alter ego. Oui, c'est ça. Oui, il serait à droite au lieu d'être à gauche. Il serait... Alors, la machine a tout avalé, a tout digéré et intégré en quelques années à peine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment de LibGen, un projet de librairie obscure. C'est une traduction de A Shadow Library Project. Alors, ça sonne très, très vertueux. Hein? For File Sharing Access to Scholarly Journal Articles, Academic and General Interest Books, Images, Comics, bref, tout. Okay? En fait, on partage tout. Puis, ça serait apparemment la propriété d'intérêt russe et néerlandais qui aurait volé toutes les œuvres du patrimoine littéraire actuel et passé. C'est tellement obscur, Fred, que quand un juge américain, l'automne dernier, a condamné cette plateforme à une amende de 30 millions de dollars pour avoir volé des grands éditeurs scolaires américains comme Pearson et McGraw-Hill, personne n'a trouvé d'adresse où envoyer la facture. Alors, il y a une amende, mais on ne sait pas à qui l'a envoyé. Alors, l'accès à LibGen a été bloqué partout en Occident. Mais pourtant, je veux dire, même les créateurs de l'IA le disent, si on ne peut plus prendre gratuitement les œuvres d'art, notre modèle ne tombe. Ben oui, évidemment. Parce que eux ne reçoivent pas d'amende. C'est du grand vol. C'est du vol à ciel ouvert. Mais en fait, ce qui est plus terrible, c'est que LibGen a été bloqué, mais apparemment, l'IA de Meta s'est entraînée avec LibGen. Donc, on pense que Meta a probablement ça, c'est Meta. Tout intégré. C'est très Meta. C'est très Meta. Alors, comme la plupart des auteurs, autrices d'ici et d'ailleurs, j'ai moi-même découvert avec stupeur qu'on m'avait volé un essai. Ce qui meurt en nous, paru il y a quelques années. Mais surtout... il y a c'est pas longtemps. 3 ans. 3 ans. Surtout, d'ailleurs, le lancement avait eu lieu ici. Ça a été à la librairie Raffin. Bon. Et c'est le plus bel endroit pour faire des lancements et acheter des livres. C'est vrai. Je ne suis pas du tout commandité pour dire ça. Non. Alors, on m'a volé un essai, mais on m'a surtout volé beaucoup de textes écrits durant mes années d'université. Genre... je cite un titre, « Les romanciers québécois et la définition idéale du roman autour de 1960, le cas de Robert Charbonneau. »
Avoue que ça vous donne envie de le lire. Hein? Ben oui. Ou, mettons, Julien Gracq, entre carnet et roman, des textes clairement grand public, qui, vous l'imaginez, ont généré un nombre incalculable de lectures et de clics, des débats enflammés. En fait, à peu près personne n'a lu ces textes. Et c'est un peu ce qui m'a découragé de l'université, je dois dire, en tous égards pour notre collègue Mélissa. Ça et les jeux de coulisses. Okay? Ouais. Mais vous savez, c'est parce que le problème, c'est que le nombre moyen de lecteurs d'un article savant, en excluant son auteur, selon les études longitudinales, serait de 0,6 lecteurs. On en a parlé avec Vincent Larivière. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il dit que c'est la même chose. Il dit le nombre de revues savantes qui sont pas lues. Ben, c'est ça. Et c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir écrit. C'est ça. Oui, puis c'est un modèle épouvantable. C'est-à-dire que Publish or perish. C'est ça, puis les revues se multiplient, mais la qualité augmente pas. Là. Non, parce que l'important, c'est de mettre des lignes dans son CV comme un Canadien, puis de bon machin. Qu'on ait quelque chose à dire ou pas. Oui. Puis le problème, puisque quand je dis 0,6 lecteurs par article savant, vous imaginez, c'est qu'il y en a là-dedans qui pètent des scores, qui ont 5-10 000 lectures. Il y en a plein qui ont 0. Okay? Alors, d'ailleurs, s'il y a un seul point positif dans ce vol de l'IA, c'est presque une consolation. Non seulement pour moi, d'ailleurs, et pour la majorité des chercheurs-chercheuses, c'est de penser qu'à défaut de quelque chose, l'IA, au moins, nous a lu. Okay? Et que si on inclut l'IA dans les calculs, la moyenne vient de monter de 0,6 à 1,6 lecteurs. Et que nos théories qui intéressent personne vont percoler dans le savoir commun. Alors, moi, je remercie l'IA, personnellement. Ça vient de faire un gros changement. Blague à part, en passant, Fred, petite parenthèse, j'ai découvert en cherchant dans LibGen qu'un certain Frédéric Savard, chercheur en microbiologie, s'intéressant aux micro-algues vertes qui ont des vertus contre le cancer. Sur la Côte-Nord, je pense. Ouais. OK, je pensais que c'était vous. Non, c'est pas moi. Je me suis dit, parce que, tu sais, on fait nos recherches. J'ai eu un intérêt pour les micro-algues vertes. Pour vrai? Mais j'ai laissé tomber. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais sérieux, vous étiez en train de m'avoir, là? Non, il y en a qui mettent ça dans le smoothie. Il fait son balado, on a fait nos recherches. Je suis peut-être en train de faire un coming out. Il va nous avouer qu'il est microbiologiste. Présentement, je suis peut-être un hologramme. Oh. Non, mais on a tous des homonymes. Même moi qui ai un nom un peu singulier, il y a une fille qui écrit de la... Mélissa Thériault, c'est pas très singulier. C'est pas si singulier, mais c'est pas... Non, mais... Mélissa Thériault, je sais pas... Mais il n'y a pas tant de Thériault, là. Non, on est tous dans l'Est. Yves Thériault? Oui. Mais... non, mais c'est drôle parce que moi, la première affaire que j'ai croisée quand je me suis retrouvé en Estrie dans un petit village où j'avais loué un chalet, c'était un pharmacien qui s'appelait Mathieu Bellil, qui avait mon âge. Ah, ben tu vois, voilà. C'était bizarre. C'est en train de changer les choses, là, on le sait, dans l'intelligence artificielle, dans tous les domaines. Et ce qui est particulier de l'IA, c'est que c'est une révolution qui a pour étrange particularité de se dérouler dans un ordre invisible. Oui. C'est-à-dire, c'est comme une révolution sans sujet, que personne n'a demandé, d'ailleurs. Non, mais c'est ça qui est fou. Personne n'a demandé ça. Non. Et je me demande parfois si le faible appétit, c'est une hypothèse, le faible appétit pour le changement politique ne vient pas du fait que le changement se produit déjà sans nous, qu'on le subit à une vitesse étonnamment rapide. Un changement, d'ailleurs, auquel il faut se conformer. En disant on n'y peut rien, c'est le progrès. Moi, ce qui me fascine, c'est ce on n'y peut rien. Parce que c'est quand même, tout le monde a été, en l'espace d'1 an et demi, je vais parler d'enseignement dans quelques instants. Je suis content que Mélissa soit là parce que je suis convaincu qu'elle a des choses à raconter. Mais c'est que on a tous été obligés de changer notre manière de travailler. Tout à fait. Pour un changement que personne n'a demandé. C'est ça. C'est pas comme si ça allait si bien avant aussi. Hein? Non, mais là, ça va moins bien. Oui. OK? C'est vrai pour les humoristes. Hein, on n'y peut rien. On l'a dit, c'est les humoristes pas encore menacés, mais on ne sait jamais. Ça va venir. On est juste au début. Là. C'est vrai aussi pour les artistes et les illustrateurs. Un petit salut à Jean-Paul Haïd qui sensibilise beaucoup les magazines, le monde culturel au fait qu'un vrai illustrateur, faut pas leur faire perdre leur travail. Puis je lève la main parce que j'ai sombré pendant quelques temps. J'ai utilisé un générateur d'images pour illustrer certaines vignettes de mes épisodes. Et je ne veux pas me dédouaner, mais je l'ai fait souvent pour des sujets difficiles. Okay. Parce que normalement, moi, c'est moi. Je n'ai pas les moyens d'engager un graphiste, mais c'est moi qui faisais mes vignettes à partir d'images existantes. Souvent, j'ai acheté même des images de photographes québécois. C'est déjà arrivé. Puis là, c'est comme ça que je les illustre pour les mettre sur les réseaux sociaux. Puis quand j'ai parlé de Gaza, entre autres, quand j'ai parlé des femmes autochtones, je trouvais que par pudeur, au lieu de prendre des images existantes de dévastation en Palestine, j'ai créé des images générées et je me suis tapé les doigts par des graphistes
Et j'ai arrêté. Ouais. Voilà, j'ai arrêté. Ouais, mais on les comprend. Oui, parce que... tout à fait. Ben oui. Cela dit, je faisais pas affaire avec eux avant. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça grave, beaucoup plus grave d'organisations qui auraient les moyens d'engager des graphistes et qui le font pas. C'est surtout là que ça fait mal. Ben oui. Je sais pas si vous connaissez DALL-E. Oui, mais c'est ce que je... Oui. D-A-L-L. Qui est l'application. C'est une application incroyable. Je veux dire, tout le patrimoine visuel est là. Puis on peut produire n'importe quelle œuvre en la seconde. Ouais. En passant, c'est aussi... Mais avec des humains qui ont 6 doigts puis 3 jambes. Ouais. Oui, bien sûr, mais ça, c'est un détail, c'est pas grave. C'est l'évolution, c'est le progrès. On n'y peut rien. Les avocats aussi, Fred, sont menacés. Maintenant, un avis juridique, là, vous demandez à ChatGPT de vous faire ça. D'ailleurs, je le dis entre parenthèses, j'ai un bon ami qui a fait plier le contentieux de la Ville de Montréal avec une mise en demeure réalisée par ChatGPT, avec une jolie somme à la clé. Alors, évidemment, je n'en dirai pas plus. Cela dit, moins d'avocats dans le monde, je suis pas sûr qu'on est perdant. C'est vrai, oui. Bon, alors, je pourrais continuer de donner des exemples. Hein, le journalisme, la publicité, la gestion, la recherche, les technologies. Rien ne dit qu'un jour, l'intelligence artificielle ne pourra pas diagnostiquer certaines maladies, etc. Mais, alors, je veux quand même vous parler d'éducation, qui est mon domaine. L'intelligence artificielle change la vie des étudiants et des professeurs. Au secondaire, au cégep, à l'université. La question pour les étudiantes maintenant, c'est est-ce qu'on peut encore se passer de l'IA? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y aurait tendance à dire qu'ils peuvent plus s'en passer. Non, c'est ça. Et pour les profs, c'est plutôt, peut-on encore faire des travaux à la maison? Oui. Parce que, puis la réponse, c'est malheureusement... Probablement pas, moi, après avoir joué à la police et m'être fait raconter des histoires pendant 2-3 sessions, avec certains de mes jeunes portant un quasi-échec dans une dissertation, et qui soudain se découvraient un talent incroyable pour la création littéraire ou la recherche documentaire au point d'écrire comme des pros, ben, j'en ai eu assez de cette mascarade. Je sais que des auditeurs et auditrices qui enseignent vont se reconnaître dans ce que je dis. J'ai une amie à l'université qui a demandé récemment un travail de session. En travail de session, il fallait produire une bibliographie commentée. Très spécialisée, là, dans un domaine ultra pointu. Et elle a reçu un travail dont toutes les sources avaient été inventées. Ça fait ça. Avez-vous eu ça? Hein? Ben, moi, je le demande pas comme ça, c'est-à-dire que mais j'ai des collègues dans d'autres disciplines qui m'ont parlé de ça. Donc, les informations sont vraies, les auteurs sont vrais, les titres de livres sont vrais, les éditeurs sont vrais, mais c'est tout mélangé. Ben là, dans le cas de ma collègue d'universitaire, même les noms d'auteurs sont inventés. Tout est inventé. Mais ça va l'air vrai. Si tu prends pas le temps de vérifier. J'ai réfléchi aux alternatives pour éviter le recours à l'IA. J'ai pensé à la possibilité de documenter, notamment sur des Google Docs. Ça permet de voir les traces, les étapes. Mais franchement, c'est lourd. Là. Oui, c'est ça. À un moment donné, commencer à vérifier la démarche parce que tu peux détecter des gestes suspects. Exemple, tout à coup, boum, arrive 8 pages de texte d'un coup dans un document. Ben là, sauf que, c'est compliqué. Puis, c'est joué à la police aussi? Oui, ben c'est ça. La tricherie se raffine. Hein? J'ai aussi fait appel à la bonne foi. J'ai pensé à faire peur. Comment vous appelez ça? La bonne foi. La bonne volonté. Oui, c'est ça. Mais on dit que vous êtes old school. Oui, je sais. Vous êtes très 20e siècle. Très, oui. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordinateur dans mes classes. Hein. On prend des notes manuscrites. Ça évite beaucoup de glandage. Alors, moi, la décision est tombée, Fred. Toutes les évaluations maintenant se font en classe. Examen, travaux, création, recherche, tout. C'est la même chose pour la majorité de mes collègues. C'est pas parfait. On peut encore faire entrer des petits papiers dans une classe. Ça je le faisais au secondaire. Ben, tu vois, en 86. J'écrivais mes réponses. C'est très old school, ça. J'écrivais mes réponses sur l'envers de mon T-shirt. Mais ça, là, le fameux aide-mémoire, moi, je suis un peu tordu, moi, dans mon adaptation, disons. Puis donc, au début, c'était est-ce qu'on peut avoir un aide-mémoire parce qu'on veut pas tout retenir par cœur? Bon, OK, mais dans la rédaction de l'aide-mémoire, tu fais le travail de sélection des documents. Il y a ça. Puis ensuite, je suis devenue un petit peu plus vicieuse dans mes critères d'évaluation. Puis là, j'ai rajouté un mot. Il faut que votre propos, votre texte, il faut que ça soit intéressant. C'est-à-dire que souvent, j'ai remarqué que là, on me produisait, j'entends plus aucune plainte de « Ah, mon Dieu, 10 pages », j'entends plus ça. Fait que là, produire du texte, c'est plus un problème parce que c'est généré automatiquement. OK, mais peux-tu me produire un texte intéressant? Et là, c'est là que l'IA est fourrée. C'est intéressant ce qu'elle dit, Mélissa. Moi, je prends des notes présentement parce que nous, on est en train d'inventer un critère qui va s'appeler l'originalité. Ah ouais! Puis on avait ça, c'est intéressant. On n'avait pas besoin de mettre ça. As-tu quelque chose d'original que tu me dis ou ce que tu me dis, c'est de la gabégie? Oui, puis y a-tu du lien entre tes phrases? Tu sais, quand le travail se fait en classe, on sait qu'on est dans une situation à peu près normale. Sauf que un des problèmes, c'est que
D'abord, il y a 2 problèmes. Le problème, c'est que quand même, l'idée de dire à un étudiant, tu vas avoir 3 semaines pour faire un travail, c'était quand même pour beaucoup d'étudiants et étudiantes l'occasion de réfléchir, de mûrir, de penser les choses. Puis c'est clair que ce qu'on fait dans 2 heures, sans réflexion préalable ou presque, par rapport à ce qu'on fait en 3 semaines, 1 mois, c'est pas la même chose. Mais l'autre affaire, c'est que ça prend beaucoup de temps. Moi, cette session, j'ai passé 10 heures de mes 60 heures de cours. Là, au cégep, c'est 60 heures pour un cours de littérature. Mais c'est beaucoup plus qu'avant, d'heures passées à évaluer les étudiants. Donc, on enseigne moins. Donc, ça enlève du temps. C'est un peu dommage. Mais alors, bon, il y aurait toujours la possibilité d'éduquer à l'utilisation de l'IA. Puis je n'exclus pas cette possibilité. Je pense qu'on n'aura pas le choix, mais comment faire? Quand bien même on demanderait à un étudiant de détailler son utilisation. Il y a des gens qui font ça, de préciser ce qu'ils ont demandé, les consignes qu'ils ont fournies à la machine. Qu'est-ce qui dit qu'à un moment donné, il n'y aura pas là-dedans aussi une autre part de théâtre, de mauvais théâtre? Un jour, est-ce qu'on va peut-être se retrouver dans une situation de sous-traitance où des jeunes vont engager des spécialistes ou d'autres jeunes? Ça arrive déjà. Là, je veux dire, des gens qui ne veulent pas faire leur mise en page, qui sont à la maîtrise, qui disent, moi, je ne fais pas ça, j'envoie... Puis là, je suis comme, si tu ne sais pas faire ta propre mise en page, comment tu vas faire quand tu vas être rendu à notre place et que tu vas devoir pallier le travail de ceux qui ne l'ont pas bien fait? Exactement, c'est ça. Donc, tu sais, puis à un moment donné, on va se retrouver dans cette... Puis en passant, cette sous-traitance-là, elle va peut-être intéresser les profs parce qu'il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, l'IA ne pourra pas corriger nos copies. C'est vrai. Moi, j'ai lu sur LinkedIn, j'ai lu des profs à l'université qui documentent le développement de leurs propres algorithmes pour faire l'évaluation de leurs étudiants. Puis là, ils demandent des questions à d'autres profs. Puis ils avouent à date que ça prend plus de temps développer les prompts que de corriger comme avant. C'est ça. Et ils espèrent qu'éventuellement, ce temps-là va être réduit assez pour que on enlève l'évaluation et que ce soit fait par l'IA. Ils nourrissent la machine aussi. Ben, totalement. C'est comme... je suis pas sûr qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. À un moment donné, tu vas peut-être la nourrir au point où elle va peut-être pas te remplacer, mais elle va te manger. On va avoir moins besoin des profs. À force de la nourrir, on va devenir l'aliment. C'est ça. L'importance de savoir planter des patates. Voilà. Parce que comme prof, on n'est pas... Oui, absolument, tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est l'impression d'entrer dans un monde de faux semblants, d'apparence. C'est beaucoup ça présentement. Ou un monde où il y a toujours plus de bullshit. On bullshit beaucoup. D'ailleurs, parlant de bullshit, je ne sais pas si vous connaissez Michael Townsend Hicks, James Humphreys et Joe Slater. Non. Alors, c'est pas un trio du Wild du Minnesota. C'est des auteurs d'un article important paru il y a exactement 1 an dans le journal Ethics and Information Technology. Le titre, c'était évocateur, c'est ChatGPT is bullshit. Ah ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la bullshit ici, c'est pas une insulte de cours d'école, c'est un concept philosophique qui a été développé par Harry Frankfurt dans un livre paru il y a 20 ans, On Bullshit. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre-là apparaissait à un moment où on est en train d'entrer dans la société de la post-vérité, des fake news, du monde alternatif, des théories du complot. C'est le post-2001, dans le fond, le septembre 2001. Et Frankfurt dit ceci à propos de la bullshit. D'ailleurs, ça a été traduit en français de France par de l'art de dire des conneries. Bon, chez Mazarine, je sais plus quoi la maison, là, enfin. Frankfurt dit... Mazarine... c'est le nom de la maison d'édition. Mais c'est Mazarine... Je pensais que c'était la fille cachée. Non, Mazarine Fayard. Il me semble que c'est ça. Ils ont une drôle d'association. Ah ouais, OK. Ouais, non. Ça doit appartenir soit à Bolloré ou à l'autre milliardaire Cato. C'est tous des joueurs d'un gros système. Ce qui est très intéressant de la bullshit du Frankfurt, il la distingue du mensonge. Parce qu'il dit, en fait, un mensonge, c'est fait avec une intention et avec la conscience de ce que c'est que la vérité. Donc, quand on ment, on a une conscience claire, relativement claire de ce que serait la vérité, puis on a une intention de tromper. La particularité de la bullshit, c'est une indifférence à l'égard de ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge. Autrement dit, celui qui ment sait qu'il ment, puis celui qui bullshit sait pas qu'il bullshit, ou s'il le sait, ça lui est... C'est pas grave. C'est pas une question qui se pose. Puis le grand problème soulevé par Hicks, Humphreys et Slater, c'est que l'IA, c'est ça. On rappelle le deuxième trio du Wild du Minnesota. Oui, c'est ça. C'est que le problème de l'IA, c'est précisément ça. C'est qu'elle est indifférente à la vérité. Quand l'IA ment, elle ne sait même pas qu'elle ment. Non, c'est ça. Et comme elle est incapable, parce qu'elle est incapable de percevoir la réalité, elle ne peut pas produire une vision juste et honnête. Elle se contente de produire une vision qui lui semble plausible. Et j'ai trouvé une formule dont je suis assez fier. Elle paraphrase le réel.
Elle paraphrase le réel. C'est-à-dire, elle fait semblant de savoir de quoi elle parle, sans pouvoir juger de la valeur du résultat. Et voilà ce qui est dangereux. C'est que le pouvoir des machines est grand, puis surtout à une époque où, en fait, on réalise que la bullshit, maintenant, est à un niveau stratosphérique et politiquement... Elle est même à la présidence des États-Unis. Alors là, c'est étrange de voir, en même temps, la montée de la bullshit politiquement et la montée de la bullshit technologiquement. Comme si les deux allaient de pair. J'allais dire, elle paraphrase, je ne veux pas chipoter, mais elle paraphrase pas le réel, elle paraphrase la documentation. Oui! Hein, la documentation, c'est pas le réel. On pourrait dire, oui, vous avez raison, elle paraphrase la documentation du réel. C'est ça, mais il ne faut jamais inviter une philosophe à votre table. Mais non, il faut. On comprend, c'est bien. Non, on en s'agrandit. On progresse. Et tout ce que vous dites se retrouve présentement dans l'IA, qui pourra être régénéré dans un contexte qui ne sera pas le même et qui ne sera pas le bon. Non, c'est ça, exactement. Je vous donne juste un exemple concret, Fred et Mélissa, de ce que je suis en train de dire. J'arrive à la fin de l'écriture d'un livre, on en a parlé, je cherchais la source d'une citation de Platon. Okay? Je vous cite la citation. « Il faut toujours espérer que par les bienfaits qu'elle accorde, la divinité substituera aux lourdes peines qui fondent sur nous des peines plus légères. » Fin de la citation. Alors, j'avais noté ça dans mon manuscrit. C'est une vraie citation, ça? Ben voilà, c'est ça. J'avais cité ça dans mon manuscrit. Puis moi, dans ma tête, je pensais au Phédon, qui est un texte de Platon où on fait le récit de la mort de Socrate, puis etc. C'était pas là. J'ai cherché, c'était pas là. Après 1 heure de recherche, parce que là, j'étais comme en train... C'est-tu la source de la fameuse mort de Socrate? Le Phédon ou il y en a eu d'autres? Ben, c'est là qu'il y a le récit principal. Mais je pense qu'il y en a eu d'autres. Je sais que Diogène Laërce, qui a fait la vie des grands philosophes illustres, a raconté ça. Mais oui, je pense que c'est pas mal la source originale. Parce que Socrate n'a rien écrit. Déjà en partant. Bon. Il avait compris. C'est ça. C'est un bon truc pour ne pas être copié par l'IA. Ben oui, puis c'est la même logique que l'Évangile. Hein. Les évangélistes, ils ont écrit un texte à propos de Jésus qui lui-même n'a jamais rien écrit. Sinon des mots dans le sable. Oui, voilà. Dans le désert. Chassé par le vent. Non, mais après 1 heure de recherche, parce que là, il fallait que je trouve la source. Je ne peux pas écrire un livre puis citer Platon. Je veux dire, on va me faire lapider. Déjà que je parle de Platon alors que je ne suis pas un philosophe. Écrire un livre et juste pas citer Platon. Ouais, mais non. Mais ça, non. On est old school ou on ne l'est pas. Moi, j'assume mon... Non. Alors, j'ai écrit à mon bon ami Martin Desrosiers, grand philosophe devant l'Éternel, prof de philo au même collège que moi, pour lui demander si ça lui disait quelque chose. Il dit, ça ressemble à du Platon. Mais c'est peut-être un commentaire ou une paraphrase, me dit-il. Et à la blague, il me dit, je vais demander à ChatGPT. Okay? Moi, j'ai dit, demande à Platon GPT, mais non, ça n'existe pas encore, mais ça s'en vient. Et alors, il demande à ChatGPT, peux-tu me dire dans quel livre de Platon se trouve la citation? Et la réponse de ChatGPT, c'est, cette citation n'est pas de Platon, c'est une fausse citation. Alors là, ça m'a ébranlé profondément. Là, c'est pas si pire. Non, mais attendez. Ça avait l'air tellement vrai. La machine avait tellement l'air sûre d'elle que je m'étais ébranlé. Je me suis dit, coudonc, est-ce que j'ai imaginé cette citation? Suis-je devenu fou au point de me mettre à écrire du faux Platon dans mon délire? On dirait un polar. Puis là, regardez, j'ai vraiment pensé l'abandonner. J'étais ailleurs. Puis là, à un moment donné, je m'en vais sur... Là, les gens de l'ACFAS vont être fiers. Je suis allé sur Kern. Ah, mais oui! Les meilleures bases de données. Vous auriez dû aller sur Érudit. Oui, non, mais je suis allé aussi. Qui est le compétiteur de Kern. Oui, non, mais... C'est deux territoires différents. Ça joue dur. On est dans la recherche en français. Donnez-moi une chance. Okay. J'ai demandé à Kern. Et j'ai retrouvé en 1 minute la citation de Platon tirée du livre Les Lois. OK? Oui. Livre 5, ligne 732. ChatGPT m'avait menti. Best-seller à l'époque. Non, mais vous avez compris, le ChatGPT m'a menti avec l'assurance du vendeur de chars usagés. J'ai vécu l'expérience de la bullshit de l'IA en réalisant 2 choses. L'IA ne doute pas. Elle peut émettre des réponses nuancées, mais ce n'est pas la même chose que d'être habité par une pensée qui te réveille la nuit et te dit « Est-ce que j'ai bien fait? Ai-je raison? » L'autre chose, c'est qu'avec l'IA, il faut dire adieu à la sincérité, à la quête d'authenticité, parce qu'il n'y a pas dans l'IA une continuité de conscience. Ce que je veux dire par là, c'est que la continuité de la conscience, c'est ce qui assure l'unité du sujet. Mon jeu présent, pour savoir qui il est ou... se compare constamment à ce qu'il a été. C'est ça l'identité. L'identité, c'est suis-je identique à moi-même. Et quand on vit une crise d'identité, c'est parce que, justement, le je présent ne ressemble plus à ce qu'on était avant. Et là, je veux juste vous donner un autre exemple. J'abuse de votre temps, Fred, c'est correct. mais c'est un exemple on n'est pas à Radio-Canada ici, on a du temps. Parce que moi, j'ai un compte ChatGPT pour vérifier les cas de plagiat.
Puis à un moment donné, j'ai un problème avec un poème. Ouais. J'avais dit, comme nous tous. On a toujours un problème avec un poème éventuellement. Le poème. Faites-moi un poème sur l'amour avec une symbolique d'oiseau. J'avoue que c'était pas fort comme proposition. OK, le niveau baisse. Oui, le niveau baisse. On beaucoup. est au privé ici, là. Oui, c'est ça. Oui. Puis là, je dis, alors, il me fait, écoute, ChatGPT me fait ça, c'est magnifique. Il me fait ça en 3 secondes. C'est ça. L'amour en vol. Ah, que c'est quétant. Oh. Mais, regardez, ce qui est fascinant. Je copie-colle le poème. 4 quatrains. 16 vers. Je le copie-colle. Je ferme ChatGPT. OK? Je rouvre ChatGPT. Je colle le poème dans ma fenêtre de dialogue. De requête, Et savez-vous ce qu'il m'écrit? Il me dit... Ton poème, L'amour en vol, est un bijou de légèreté et de profondeur à la fois aérien et poignant. Sacrebleu, il venait de l'écrire lui-même, le petit poème. Fait que t'as pas de recul sur son propre travail. Là, je lui ai dit, hey, mais c'est parce que c'est toi qui viens de me le dire. C'est toi qui me l'as écrit, le poème. Il dit, non, c'est toi qui l'as écrit. Il est magnifique. Je dis, non, tu te trompes. Je te l'ai demandé il y a 2 secondes. Ça, c'était carré. Il dit, ah oui, mes excuses, tu as raison. Dans des cas semblables, habituellement, c'est qu'on me demande de... Tu sais, ChatGPT honteux, là, c'est quelque chose de désagréable. Non, mais comprenez ce que je dis? Il n'y a pas la mémoire de ce qu'il fait. Non. Alors, bon... Quand c'est pris en défaut, cette bête-là, là, c'est horrible, l'espèce de contrition. « Ah, je m'excuse, je veux faire mieux. » Mais c'est pas des vraies excuses. Non, c'est purement... Parce que dans le fond, lui, il fonctionne par la loi des probabilités. Si tu mets un poème dans une boîte de dialogue, qu'est-ce que tu veux? Tu veux 2 choses. Un meilleur poème ou une analyse. Alors, il m'a fait les 2. Mais il a pas pensé, c'est vrai, ça fait 2 secondes, je viens d'en faire un, je viens de faire le même. Mais... Alors, ma blonde ne croyait pas. Elle dit, Mathieu, tu ne dois pas être dans ton compte. Malade, non, je suis dans mon compte. Je finis juste avec ça, Fred. Parce qu'évidemment, il y a vraiment, avec ça, on peut vraiment se poser la question de la régression généralisée. Est-ce que l'IA va pas nous faire régresser? Je sais bien, il faut faire attention avec nos jugements à propos des jeunes d'aujourd'hui. Marque déposée. OK? Parce que dire le niveau baisse, c'est pas mal la norme depuis l'Antiquité. Non, mais c'est notre job de vieux. Mais c'est chialer. Puis, des fois, on peut se demander si le fait de dire le niveau baisse, c'est pas une manière de... C'est un appel à ce comme dire le français est menacé, c'est une manière de se réveiller. Là. Mais reste que... Alors que c'est faux. Oui, évidemment. Les données paramétriques des études ne mentent pas. Depuis une dizaine d'années, on observe une régression du QI, des capacités de concentration, des habiletés de raisonnement, des capacités de résolution de problèmes pour tous les âges. Et selon les données, la régression apparaît vers le milieu des années 2010. C'est aggravé pendant la pandémie. Perte de capacité cognitive due au trop grand nombre d'écrans, ça fait partie des hypothèses qu'on évoque. Puis évidemment, le fait que de plus en plus des opérations qu'on réalise sont déléguées à la machine. Donc, comment trouver son chemin, trouver un mot, faire un calcul. Mon amoureuse ne peut pas lire une horloge avec des chiffres. Et elle a 40 ans. Vous voulez dire avec des chiffres? Des chiffres, une horloge. L'horloge avec des aiguilles, là. OK. Imagine, moi, dans mon temps, il y en a même qui avaient des horloges avec des chiffres romains, je pouvais la lire. Mais c'est vrai que c'est... Non, mais... Ça... Elle va te détester. Ah ouais, elle n'aimera pas ça. Oui, mais on n'a pas commenté, nous. Il y a eu un beau grand silence. Je vous laisse, Fred et Mélissa, je vous laisse avec une suggestion de film niaiseux. Oui! Okay. Question de... Est-ce que c'est un vrai film? Oui, c'est un vrai film. Okay. Des fois que vous aurez envie de vous détendre, ça s'appelle Idiocracy. Donc, Idiocratie, une comédie dystopique. C'est assez rare, les dystopies comiques. C'est vrai. De Mike Judge, sorti en 2006, qui raconte l'histoire d'un bibliothécaire et d'une escorte, Joe et Rita. Ah, mon Dieu, c'est déjà drôle. Oui, c'est ça. Ce sont des gens très moyens. Là, ils ne s'appellent pas Joe pour rien. Là. C'est Average Joe puis Average Rita. Qui en est... Alors, c'est Luke Wilson, puis Colin, j'oublie les noms. Là. Glenn Tremblay. Non. C'est dans tous les films. Ça aurait pu. Ouais, mais c'est un film américain, Fred. Là. As-tu une carrière aux États-Unis? Il n'y a pas de limite à Guylaine. Avec l'IA, il n'y a pas de limite. Mais non! Elle pourrait. Oui. Elle pourrait donner la réplique à Tom Cruise dans le prochain Mission Impossible. C'est ça, impossible. OK. Alors, en échange d'une coquette somme, ils acceptent de participer à un programme de l'armée américaine qui consiste à se cryogéniser. Oui. Ça se dit, ça? Ben oui. Alors, je salue à Marie-Hélène Guy qui a parlé de ça récemment. Alors, ils sont censés rester congés une semaine, OK? Dans une sorte de cercueil high-tech et se réveiller sains et saufs. Sauf que pendant la semaine en question, la civilisation s'écroule, évidemment, et ils se réveillent 500 ans plus tard. Okay? Ah, mon Dieu! Entre-temps, le monde s'est effondré et a recommencé. Et la nouvelle société dans laquelle ils apparaissent est particulièrement médiocre. Marquée, vous serez très dépaysés, par le règne des tyrans, des écrans,
par la consommation compulsive et des problèmes environnementaux. À un moment donné, il y a genre un problème, c'est comme une avalanche de déchets. Il y a comme une montagne. Dans cette Amérique, parce que l'Amérique reste. Ça, c'est magnifique en même temps. Hein? Ça peut pas mourir, l'Amérique. Non, jamais. Même dans une dystopie. Les prisons débordent, les Costco sont devenus des cathédrales, les médias engagent des humoristes pour faire des blagues de pète, les soins de santé se payent en jouant à la loterie vidéo. L'Amérique nouvelle est dirigée par un président... Bye-bye dans 86. C'est clair. Cette Amérique est dirigée par un président ignorant et vulgaire, amateur de monster truck et de lutte professionnelle, qui règne sans partage sur une société en pleine régression morale intellectuelle. Quelle année, ça? 2005. Ah oui. C'est drôle, hein, mais quand je regarde ce film-là, je ris, puis en même temps, je ris un peu jaune, parce que j'ai l'impression que ça dit quelque chose de notre époque. Une époque où, et je termine avec ça, nous n'aurons jamais été aussi à court d'intelligence. Tout à fait. Tout à fait. Hey, Mathieu, merci. C'était vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé, frère. Est-ce que vous avez vu... Et ma résolution, si vous voulez bien, c'est... De venir plus souvent. Ouais. Mais il faut trouver. J'avoue que cette année, c'est la 7e saison. J'ai été obligé un peu de brasser les cartes. Ouais. Plusieurs de vos propositions, parce qu'on s'écrivait, ça aurait fité à la saison 4. Là, je le dis pas du tout avec mépris. Là, il doit être justement un old school de la balado. Non. Et les ressources étant limitées, je peux pas avoir tout le temps plein de... Tu sais, quand ça ajoute des chroniqueurs, il faut Mais par ailleurs, c'est pas des aveux. Non, mais moi, je dois dire aussi que cette année, j'écrivais un livre il y a ça aussi. que j'ai été très pris. Voilà. Ça a été une drôle d'année. Ça a été une drôle d'année. Ouais. Hey, est-ce que vous avez vu, je vais vous l'envoyer, la nouvelle application de Google qui génère les vidéos? Oui. Je l'ai envoyé hier. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Non. C'est quelque chose. C'est troublant. Elle circule sur les réseaux sociaux. Oui. Et là, il m'est venu une réflexion. Peut-être que je suis un éternel optimiste. Parce que c'est vraiment troublant, là. Tous les problèmes qu'on connaît de l'IA par rapport à la création d'images. Tu sais, je faisais des blagues tantôt, trop de doigts, 3 jambes. Là, dans cette vidéo-là, il y a encore des glitches. Des fois, on voit que, mais c'est fascinant parce que là, non seulement on n'aura plus besoin de comédiens, mais on n'aura plus besoin de réalisateurs, de directeurs photo, d'éclairagistes. Ça va être formidable, des films mal faits. On a besoin de monde en arrière, non? Le scénario va être généré. En fait, ça va être des gens qui vont créer des prompts. Ça va être ça. Bon. Mais là, je me suis dit, là, si on arrive à un point où toute image, on pourra plus savoir si elle est vraie ou elle est fausse, c'est peut-être ça qui va faire qu'on va fermer nos ordis et on va Je veux dire, maintenant, on va avoir besoin de réel. Je peux pas croire. J'essaie d'être optimiste. Je vous confirme qu'il y a des gens qui sont dedans. Là, au moment où on se parle, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont une vie parallèle et qui font des choses réelles. Puis, comment dire, c'est une vision étroite du réel si on n'existe que parce qu'on montre à travers. Mais là, on est quand même dans un monde où on sait qu'il y a du généré et du vrai. Mais quand le généré va être tellement plausible... Ça s'en vient dans la publicité, par exemple. Dans le... Et, non, mais peut-être que je suis trop optimiste. Non, mais la vidéo que j'ai vue, que vous m'avez envoyée, puis on pourra peut-être la partager. Mais de toute façon, elle circule déjà, mais je vais la mettre dans mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas tant les scènes de guerre intergalactique, parce que c'est déjà un peu fake dans les... Oui. C'est, à un moment donné, dans la vidéo, il y a une scène où ils font un vox pop. Dans un salon de l'auto. Oui. Et là, ils parlent à du monde très ordinaire, qui disent des choses ordinaires. Et c'est crédible. C'est ça qui m'a le plus dérangé. Mais ce qui est fou, c'est que les propos, c'est... On est en train de voir des images qui disent rien. Fait que même... On nous vend les vidéos génériques que ça va être rien. Puis ça va être ça, probablement. En tout cas. So this is an AI video about nothing? It's about nothing! Who would watch a video about nothing? We can sing talk. So what are we going to talk about now? What are we going to talk about now that we can talk? I have no idea. What do you want to talk about? Now that I can talk. No. I don't know if I have something to say. I want to say something important. Something deep. Let's not talk. J'essaie d'être optimiste. Hey, je suis content de vous avoir reçu. Merci, encore, Mathieu. Puis la collaboration se poursuit. Oui, on se revoit bientôt. Hey, avant d'aller plus loin, je veux vous parler d'On a fait nos recherches sur cet autre projet balado. J'ai mis un nouvel épisode en ligne. La dernière fois que je vous ai parlé d'On a fait nos recherches, c'était un épisode avec l'UQTR, un épisode sur l'obésité. Et là, en fait, j'ai poursuivi ma route sur l'autoroute 40 et j'étais allé à l'Université Laval
avec les chercheurs et les chercheuses du Centre Nutris pour un épisode vraiment, vraiment passionnant sur les aliments ultra transformés et une réflexion aussi sur les déserts alimentaires, sur comment on fait pour changer les habitudes malsaines sur un plan populationnel de santé publique. Alors voilà, un petit extrait pour vous inciter à aller vous abonner pour faire vivre ce projet qui est très, très pertinent en ces temps où on remet en question la pertinence de la recherche universitaire, où on l'attaque de façon frontale. Ben, il faut la faire vivre, cette recherche-là, et on a fait nos recherches. Ça sert à ça. Il y a toujours des nouvelles études, il y a toujours des nouvelles recommandations qui sortent pour dire une chose ou pratiquement son inverse, mais là, ça devient très compliqué. Puis l'exemple du pain que Benoît donnait, je trouve que c'en est un bon exemple. On dit aux gens depuis longtemps de manger du pain brun plutôt que du pain blanc. Là, on s'en va dire, ah, mais le pain brun, il est peut-être dans la classe 4, mais on dit diminuer la classe 4, mais on dit de manger plus de pain brun que de pain blanc. Mais là, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les gens? Qu'est-ce qu'ils doivent choisir comme pain pour faire leur sandwich après ça? Fait que c'est difficile. Puis, on est ici 3 nutritionnistes autour de la table. C'est ça aussi qui est toujours difficile avec la nutrition, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Puis là, il y a beaucoup de manières différentes qu'on peut classifier les aliments et qui nous amènent vraiment de la difficulté à donner des conseils aux consommateurs, puis surtout à se dire comment le consommateur qui n'a pas cette formation-là, lui, peut faire les choix à l'épicerie. Vite, on se dit, ben voyons, c'est pas si cher, un sac d'épinards, mais la personne qui l'achète veut s'assurer que ça va être mangé. Ben c'est ça. Puis il parlait que les familles, souvent, sont pas capables de se permettre ce risque financier d'acheter des épinards. C'est un risque financier parce que je sais pas si une fois que je vais l'avoir acheté, premièrement, quand je vais arriver chez moi, est-ce que les épinards vont être encore beaux? Parce que j'ai peut-être pas regardé le sac au complet comme un petit... Tout à fait. Les petites barquettes de framboises, là, si on les regarde pas au complet, on a peut-être une surprise qu'il y en a une ou deux qui sont blanches en dessous, puis ça vient... qu'ils s'en vont directement à la poubelle. Fait que ça, c'est un gros risque financier. Ça se peut qu'il n'y a même pas encore sorti de l'épicerie. La valeur est plus basse. Il y a même des gens qui remarquent que souvent, les gens qui ont moins de revenus vont acheter beaucoup de ces aliments-là en début de cycle financier. Là, au début du mois, quand ils reçoivent un chèque, ben là, s'il y a certains aliments qui sont ultra transformés, qui ont une longue durée de vie, qui sont disponibles, et en spécial à l'épicerie, ben là, ils vont faire des réserves pour s'assurer que vers la fin du mois, quand ils vont avoir moins d'argent, ben il y aura encore ça en réserve, puis ils savent que c'est des aliments acceptés par les enfants qui vont finir à bonne place, finalement. Parce que on s'était dit, quand les micros étaient fermés, Mélissa, que ça serait le fun de venir chroniquer sur les livres féministes. Oui. Puis moi, je prends féminisme au sens large, c'est-à-dire Attendez, comme Sophie Durocher ou encore plus large? Je vois. C'est-à-dire? D'habitude, j'ai beaucoup de réparties. Belle question. Mais là, j'ai une prudence qui m'habite. Je vais choisir mes mots. Est-ce que c'est parce que vous êtes professeur à l'UQTR? Ça me demande beaucoup d'efforts de filtrer ce que je vais dire, mais je pense que le féminisme est un humanisme. Oui, déjà qu'avoir un filtre, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Oui. Donc, je vais retourner sur ma feuille. J'avais prévu une feuille. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais rappelons que vous êtes prof. Oui, je suis professeur à l'UQTR. En philo? En philosophie. J'enseigne philosophie aux artistes et j'ai tous les défauts. Donc pourquoi aux artistes? Ben, je suis spécialisée en esthétique. Bon, OK. C'est ça fait que j'enseigne aux philosophes, aux artistes. Mais là, ben, en tant que femelle, j'ai développé, à titre de citoyenne, là, j'ai un engagement féministe, puis ça a contaminé ma job. Et là, finalement, je pense que je deviens une espèce de dangereuse woke, peut-être. Est-ce que c'est comme l'existentialisme? Quand ça vous frappe, il n'y a plus de retour en arrière? Le féminisme? Je pense que c'est impossible de ne pas être féministe aujourd'hui, peu importe votre genre. On ne peut pas arrêter de l'être. Non, c'est ça. Puis c'est bon pour tout le monde, le féminisme. Donc, c'est de ça dont je viens parler. Vous allez nous aider, en fait, à mieux lire. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je fais de la vulgarisation scientifique. Oui. Puis là, vous allez me dire, ben moi, j'avais besoin d'une chroniqueuse féministe. Puis là, on me sert une salade d'éco-anxiété avec le livre dont je vais vous parler. C'était pas ça le contrat. Vous allez peut-être être fâchés, mais laissez-moi le temps d'expliquer. D'accord. Donc, beaucoup de choses à dire. Quand vous êtes tanné, vous me coupez le sifflet. Non, inquiétez-vous pas, je m'occupe du montage. Parfait. Ce projet, je fais tout. Hein. Je suis un peu comme le Léviathan de Hobbes. Donc, attention à vos pieds. C'est fragile. Oui, je m'arrange toujours, comme Hobbes le disait, soyez toujours le dernier à sortir d'une réunion,
personne va vous... Il disait ça, lui? Oui, il disait ça. Il dit... Quoi, il était-tu parce dans que tout le monde m'édit... des conseils d'administration de corporate... dans mes cours de philo, j'avais retenu ça, philo politique. Il disait, dans les réunions, souvent, on médit de ceux qui sont pas là. Fait qu'arrangez-vous pour toujours partir le dernier. C'est un excellent truc. Et arriver le premier aussi. Oui, voilà. C'était votre cas aujourd'hui. C'est ça. Donc, je vais commencer par une confession, un acte manqué, un mea culpa. J'ai manqué de temps pour finir tout ce que je voulais lire et dans les suggestions qui m'ont été envoyées. La première chose que j'ai pas réussi à finir, c'est un essai d'Olivier Ducharme paru chez Éco-Société sur une série de films réalisés par l'ONF dans les années 70. Ah oui, sur le cinéma féministe. Oui, c'est ça. Oui. Le livre s'appelle « Nous ferons les films que nous voulons », en référence au slogan « Nous aurons les enfants que nous voulons ». Oui. Et ça parle de cette époque effervescente qui n'est pas dans le passé, mais bien dans une espèce de présent parallèle. C'est-à-dire que ces films parlent de problèmes qui se posent encore aujourd'hui et qu'on ne solutionne pas mieux nécessairement. Donc, l'ouvrage... C'est intéressant, ce présent parallèle. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est une chose qu'on me dit des fois, tu vis dans le passé, Mélissa. Non, je prends un pas de recul pour m'enligner pour le futur. Je me dis, des fois, c'est peut-être presque un compliment de... Tu sais, vivre dans le passé, ça peut être très négatif, mais en même temps, ça veut dire que vous avez de la perspective. Oui, puis de la culture générale. Ben, c'est ça. Puis d'ailleurs... Dans une époque présentiste comme la nôtre, c'est pas une mauvaise chose. La dictature du présent. Puis comme féministe d'un âge moyen, je me retrouve à être pognée entre deux générations, c'est-à-dire des militantes seniors qui ont eu des contributions fabuleuses, mais qu'on connaît mal aujourd'hui, puis des plus jeunes qui font un travail formidable, mais qui pensent réinventer la roue, si la branche sur laquelle elles sont assises parfois, parce qu'elles ne connaissent pas certains classiques, ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. OK, on va là. J'ai un jeu pour vous. Allez dans un party et demandez si quelqu'un a vu 2 films de Anne-Claire Poirier. Shooter, si vous trouvez quelqu'un. Donc, Shooter! C'est les 6 films de la série En tant que femme sont disponibles pour visionnement intégral. Donc, je pose le défi à vos auditeurs. Désabonnez-vous d'une plateforme et allez sur la plateforme qui est payée par vos taxes. L'ONF, oui, tout à fait. Formidable plateforme. Donc, c'est ça, je devais parler de féminisme. Puis, finalement, je migre un peu. Je vous parle d'un essai d'une chercheure de l'Ouest. Donc, parler de la proposition d'une femme autochtone, c'est aussi féministe comme geste. Tout à fait. L'ouvrage s'appelle « Roue de médecine, un nouveau récit pour guérir la planète ». Donc, si vous avez suivi l'actualité, est-ce que ça va si bien dans l'environnement et la gestion du territoire? Je pense que oui. La nouvelle politique forestière québécoise semble très bien accueillie. Je ne vais pas vous apprendre qu'on fait face à des perturbations environnementales, des situations inquiétantes dans la façon dont on gère, j'insiste sur le terme « gérer », Tabex dans les Laurentides, l'épineuse question des milieux humides, leur disparition notamment en raison du développement résidentiel, l'érosion des berges. Pour votre public montréalais, l'érosion des berges, ça se pose pas parce que c'est une île bétonnée bord en bord auquel on n'a pas accès. Jennifer Grenz arrive avec une proposition de guérison par le territoire, mais guérison du territoire. Et c'est extrêmement inspirant. Oui. Donc, je le rappelle, elle vient de l'Ouest, elle est d'ascendance mixte. Souvent, on dit mixte pour éviter de dire métis parce que les métis de l'Ouest, c'est une autre nation, puis ça peut... Mais Mélissa, sérieux, quand vous dites l'Ouest, là? L'Ouest canadien. Ah bon, voilà. Mais là, si je dis l'Ouest canadien, c'est un peu insultant pour les populations autochtones. Ça fait que là, l'Ouest du continent, mettons. OK. Vancouver. OK, bon, allons-y. Oui. Donc, elle partage son expérience d'une façon à la fois humble, stimulante et inspirante. C'est quelqu'un qui travaillait dans la restauration écologique et elle commence par là, elle commence par raconter les échecs, comment c'est difficile, comment elle n'arrive pas, elle travaille avec des OSBL pour planter des arbres puis restaurer une nature disparue. Ouais. La première partie du livre, c'est ça, c'est un récit sur qu'est-ce qui marche pas. Et c'est un peu décourageant au début, puis elle raconte qu'elle va persister, mais il y a une métaphore qui se déploie, c'est-à-dire que, oui, la restauration du territoire, mais aussi la restauration de son identité parce que elle fait partie des personnes, sa famille a échappé aux rafles du Scoop 60s. C'est quoi ça, le Scoop 60s? Les rafles dans les années 60, notamment pour les pensionnats autochtones, donc les enfants qui ont été kidnappés. Ah oui, donc sa famille en cachant... Je savais pas qu'en anglais, on disait les Scoops. 60 Scoop, ouais. Est-ce que c'était dans la même logique d'envoyer les enfants dans des pensionnats puis tout ça, là? Oui, c'était... on menaçait les parents en disant, vous envoyez vos enfants à la date, là, à l'automne, vous les envoyez, puis sinon, si vous les envoyez pas, on vous arrête, on vous ramasse. Donc, on ramasse les enfants, puis on ramasse les parents. Ouais. Oui, c'est horrible. Donc, sa famille, à elle, a échappé à ça en cachant l'identité autochtone. Puis pour elle, c'était pas évident de se réapproprier sa culture, son héritage, parce que sa propre famille a dû lui cacher pour qu'elle puisse
continuer de vivre librement, finalement. On pourrait se dire, est-ce que c'est un autre récit pour des personnes allochtones? Est-ce que ça les concerne? Moi, suis-je personne blanche, blablabla? Est-ce que c'est un autre récit? Et à ça, je vais répondre, oui, tu es concerné, peu importe que tu sois autochtone ou allochtone, parce que, justement, la proposition de Jennifer Grant, elle est explicitement adressée à tout le monde. Les bénéfices sont bons pour tout le monde sur le territoire. Puis elle, à part de ses erreurs ou de ce qu'elle faisait de croche, et elle nous montre comment on peut partir du croche pour s'améliorer. On n'a pas le choix de commencer par des erreurs. Je veux dire, si on savait tout, ça irait mieux. Tout à fait. Donc, je sais pas. Il suffit de voir grandir un enfant. Oui. Là, on dit toujours ça. J'en reviens pas des fois comment les humains sont encore là quand tu regardes comment un jeune enfant est inapte à peu près tout. Oui, c'est ça. On part de zéro tout le temps. Tout le monde part de zéro. Même en bas de zéro des fois. Oui, c'est ça. Puis tous les profs vont vous le dire. Ça prend beaucoup de patience. Puis il faut se rappeler ça constamment. Des fois, on oublie que tout le monde part de zéro. C'est vrai. Mais en tout cas, je sais pas pour vous, M. Savard, mais moi, je peux pas retourner d'où je viens. J'ai pas d'autre pays. J'ai pas d'autre place. Je voudrais bien retourner sur un bateau, là, mais non, il n'y a pas d'autre place. Donc, je suis attachée. C'est pas l'envie qui me manque, là, des fois, de me dire... mais pour aller où, frère? Oui, c'est ça, pour aller où? Ouais, fait que moi aussi, en France, mettons, mais non. Mais non, mais dans l'Auvergne, tu sais. Non, mais où les Savards? D'où les Savards partent, quelque part en Normandie. Où on pourrait vous appeler Monsieur Savard à longueur de journée. Non, moi, je ne retourne pas dans le Poitou. Là, ils ne voudront pas de moi. Donc, je suis attachée à ce territoire, même si mes ancêtres y sont depuis moins longtemps que d'autres. Donc, c'est vraiment un récit utile pour des gens qui blâment le capitalisme et le gouvernement, mais qui n'agissent pas. Je vais revenir à un bref passage qui résume l'esprit du livre. Elle parle de tracer la voie vers une réconciliation écologique profonde et durable. Donc, l'écologie ici sert de métaphore pour une réconciliation que je mets entre guillemets parce que c'est pas un bon terme. On peut avoir l'impression que c'est un ouvrage qui est sur les bons sentiments, mais non. Puis j'attendais de votre objection. Là. Je vous fais confiance, mais je me dis, c'est ça. Parce que des fois, je trouve qu'on est un peu dans le cliché avec les gardiens du territoire, puis la façon qu'on en parle, puis je suis pas sûr que ça donne le goût aux gens d'aller plus loin. Je suis pas dans les chaussures des gens, mais la question, c'est, avez-vous envie de vivre dans un monde très perturbé climatiquement? Avez-vous envie de vivre dans une place pas viable? Tout à fait. Si non, je vous invite à l'action. Je le verrais comme ça. Oui, OK, parfait. Donc, mon pari est que si Grant a fait sur elle-même le travail de désapprentissage des principes qui n'étaient pas pérennes, donc elle était formée à la science occidentale, elle travaillait en foresterie, donc elle avait une formation occidentale classique universitaire. Qu'est-ce que nous, on peut désapprendre de nos principes pour mener de l'action concrète? Donc, c'est pas un rejet de la science occidentale, c'est pas une réitération du passé, une valorisation ou une romantisation du passé. Elle propose une combinaison des deux, science occidentale et savoir autochtone. Puis c'est souvent très fertile parce qu'il y a des savoirs qui sont plus d'un côté, plus de l'autre, puis en combinant tout ça... On rappelle qu'on ne rejette pas l'Occident, Mélissa Thériault. D'autres blagues filtrées. Attendez votre deuxième, troisième chronique. Là. Vous pourrez vider votre camion de blagues. Oui, c'est ça. Puis, dans un milieu humide. Non, mais c'est parce que je pense que je ne vais pas faire une très longue carrière de chroniqueuse si je commence à Costco-shamer votre public. Non, mais moi, je vous dirais, je pense pas que mon public se tient chez Costco. Ah, ils vont en cachette. Moi, attention, Fred. Attention. Moi, je vais chez Méran. Méran, c'est un Costco québécois, dans le fond. Oui. Voilà. Bon, au moins, c'est québécois. Il n'y a pas de carte de membre. Il y a moins de monde. On poursuit. Silence malaisé. Oui, non, c'est ça, mais je vais revenir sur ce qu'on peut faire comme allochtone. C'est-à-dire que moi, je peux pas m'approprier un savoir qui n'est pas le mien. Puis je peux pas parler à la place d'eux. Puis je peux pas devenir ce qu'on appelle une Indian expert, parler des Autochtones à la place des Autochtones. Mais comme blanche, puis mes grands-parents là, ont des souchés là, de la terre. Là. Ça fait que c'est pas loin. Là. Je viens d'une région... Dans quel coin? Dans le Bas-Saint-Laurent. Où précisément, dans le Bas-Saint-Laurent? C'est tellement beau, ce coin-là. Cabano et Cozapscal. Mes parents viennent de ces coins-là. Moi, je suis né à Rimouski. Cozapscal, quand tu connais pas le village, j'ai toujours l'impression que c'est un diagnostic. Ah oui? J'ai fait exprès. J'ai mal dans le dos. Je pense, monsieur, que vous avez une hernie cozapscale. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent cozapiscal? On dit cozap. Cozap. Ça règle le problème. Oui, puis en fait, c'est à côté d'Amkoui, ce qui va aider les gens beaucoup à cibler c'est où. J'ai déjà joué à Amkoui avec les apartistes. C'est un endroit là où on s'amuse, c'est ça la devise, et c'est ça que le nom de la ville veut dire. La salle était très cool, c'était dans une ancienne église. Oui, la salle était dans une ancienne église, et la loge, pour se changer, c'était le bureau du maire.
Merveilleux. Donc, oui, on revient à la collaboration, on lâche pas. Mais en tout cas, bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Savard, mais un mauvais pli de 400 ans, là, c'est long. C'est long de détricoter ça. Ben oui. Mais ça se détricote une maille à la fois. Donc, elle revient sur un mythe fondateur de l'écologie moderne qu'elle appelle l'écologie de l'Éden, Eden Ecology, et elle explique qu'on a une vision fautive de ce qu'est la nature. Donc, cette idée que avant, il y avait une nature parfaite qui était équilibrée en symbiose. Elle dit, ça n'a jamais existé, ça, cette nature-là. L'humain a toujours été dedans. Ouais. Puis, il y avait un équilibre délicat maintenu par une conscience et un travail humain. Donc, elle dit, tant qu'on est dans une logique de réparer nos dégâts, on ne va pas réussir à faire le rattrapage. Tant qu'on pense la nature sans l'humain, on ne va pas réussir. Donc, elle suggère justement de réfléchir à la distinction entre nature et agriculture, par exemple, puis revaloriser, par exemple, de l'agriculture vivrière, c'est-à-dire à petite échelle. Il y a des choses qui sont dans les actions de tous les jours. Ce qu'on choisit d'acheter à l'épicerie, ça fait partie de l'action qu'on peut poser. L'agriculture vivrière, c'est intéressant ça, parce que c'est à l'origine d'un grand malentendu quand les colons sont arrivés ici, parce qu'il y avait l'impression que les Premières Nations ne faisaient rien. Puis que c'était par magie. Mais... Et c'est pour ça qu'il fallait changer les cadastres, il fallait clôturer, il fallait faire l'agriculture comme on faisait en Europe. Mais la recherche en anthropologie, entre autres, a démontré qu'au contraire, c'était entrelacé souvent les cultures. Ils plantaient différentes espèces qui étaient complémentaires. Et à l'œil, on ne voyait pas les transformations, mais il y en avait énormément. Dans la nature. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'était intégré. Puis, par exemple, l'ensemencement de saumon, déplacer des œufs pour s'assurer qu'il y ait du saumon partout. C'est le genre de choses qu'on pouvait faire. Et à l'œil, c'était pas visible. Alors, on a l'impression que c'est tout le mythe de l'Autochtone paresseux. Parce qu'il ne clôture pas, on ne voit pas les labos. Oui, puis il fait juste cueillir. Oui, voilà, mais c'était faux. Il cueille parce qu'il a planté. Ça, dans les livres de Charles Seaman, 1491, 1493, on peut... il témoigne, en fait, de ces travaux-là. Voilà. J'arrête de vous interrompre. Non, au contraire. Puis, c'est justement, elle parle de ça. Donc, pour les gens qui s'intéressent à l'agriculture pérenne, durable, c'est vraiment intéressant. Elle parle justement de la distinction entre plantes indigènes, plantes envahissantes, qui n'est pas aidante non plus. Parce que ça nous oblige à voir les écosystèmes comme quelque chose de stable. Puis elle dit, les écosystèmes évoluent, se transforment, et donc, il faut en prendre acte et suivre ça aussi. Oui. Même sans l'humain. C'est-à-dire que des fois, il peut ne pas y avoir d'humains, mais il y a d'autres espèces qui peuvent être envahissantes, qui peuvent entraîner des déséquilibres. Est-ce que je me trompe? La nuit, quand je suis triste, j'imagine un monde qui est peuplé de ratons laveurs dans lequel on n'est plus, puis ça m'amuse. mais oui, effectivement, faut voir quand on part d'un endroit, est-ce qu'on est capable de laisser les choses sans qu'elles s'endommagent. Donc, l'idée, c'est d'agir en invité. Elle le dit, elle dit, je demeure une invitée et j'agis en conséquence. Sur le territoire, on devrait se comporter comme de la bonne visite. Est-ce que j'arrive de la bonne façon? Est-ce que je quitte de la bonne façon? Qu'est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on laisse des déchets ou on laisse des trucs rasés, bétonnés ou on laisse quelque chose de viable? Donc, l'invitation, elle est explicite. Cesser de romantiser la nature sauvage, la plante indigène, même si on comprend ce qui est entendu par là. Il y a des plantes qui sont plus adaptées que d'autres. Comment penser la culture de façon plus durable? Donc, elle propose de voir un rapport d'interdépendance plutôt qu'un rapport de transaction. Par exemple, quand je fais mon épicerie pour me nourrir, je suis dans un rapport de transaction qui est court terme, puis qui est pas viable à long terme. Je veux dire, il est appauvrissant, ce rapport-là. Donc, il faut être capable de penser l'interdépendance dans une perspective d'héritage. Je reçois un héritage et je laisse un héritage. Donc, il y a un changement de vocabulaire qui est requis. Arrêter de penser à la gestion du territoire, mais plutôt penser à la vie dans le territoire. En passant, je trouve ça intéressant parce que les gens à la maison, je risque de garder tout ça, vous assistez au développement d'une relation radiophonique entre deux personnes. Mais c'est cool, ça! On sait pas. On pense que ça tombe du ciel, les collaborations et la réciprocité et la complicité. Mais non, ça se travaille. Mais à date, je dirais que ça va assez bien. Je remercie mes étudiants qui m'ont habitué à interagir beaucoup. Étudiants et étudiantes. Moi, je dis toujours, les profs de cégep, les profs d'université sont toujours bons à la radio parce que une classe, c'est un auditoire. Oui, on se pratique beaucoup, puis il y a beaucoup d'impro, puis
Quand vous êtes plate, ça paraît. Oui, puis on n'a pas le choix de s'adapter. Encore faut-il être dans un rapport de relation. Oui, et dans un dialogue. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça fait que je shoot 2 lignes, puis après, je m'enligne vers ma fin. Elle dit tout début d'initiative est bon, même à petite échelle. Ça fait que c'est l'invitation aujourd'hui, tu sais. Commencer par 2 pouces carrés. Faites quelque chose. Oui, 2 pouces carrés, quand tu accumules ça fait une courte pointe. C'est mes mots à moi, mais c'est ce qu'elle veut dire. Pensez en mode... Là, on sent le bas du fleuve. Là. Oui, c'est ça. Donc, pensez aussi à ces choses qui ont l'air naturelles. Vos parcs, le parc où vous vous promenez, où vous faites du jogging, ben il n'est pas naturel. Il y a quelqu'un qui a travaillé, contribué au travail. Attendez, le parc Maisonneuve est pas naturel? Bon, peut-être que je référais aux berges de Verdun qui sont du remblai industriel qui a été longtemps un dépotoir. L'île Notre-Dame, c'est un très bon exemple. C'est ça. Oui, bien en fait, plein de parcs à Montréal sont d'anciennes carrières ou dépotoirs. Frédéric Bach. Je finis avec une citation. J'ouvre les... Excuse-moi, ça, on est épouvantable. Ah, il n'y a pas de problème, je suis payé à l'heure, moi. Ah oui? Je la cite, page 211. Elle dit ceci. « J'ai compris que nous devions nous unir pour faire changer les choses, car le défi est de taille. Pour revivre, l'écologie autochtone a besoin de l'aide de nos alliés, c'est nous ça, et qui, à leur tour, ont besoin de nos savoirs. Nous devons créer un nouvel espace, au-delà des dogmes scientifiques modernes, qui nous permettent de partager nos valeurs et nos défis, et où nous pourrons mettre en lumière notre conception relationnelle du monde. » Donc voilà, je vous laisse travailler. Oui, on répète le titre. Oui, c'est Roue de médecine, un nouveau récit pour guérir la planète de Jennifer Grantz. Évidemment, le livre est disponible présentement dans toutes les librairies indépendantes. Puis Mélissa Thériault, oui, vous avez pulvérisé la glace. Ouais. Je dirais pas le plafond de verre, mais la glace. Non, la glace, c'est toujours partant pour une bonne slotch. Mais on va se retrouver. Avec plaisir. Assurément. Merci à vous deux. Bon, alors on retrouve Quentin Lehmann. Yes, allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Vous? Pardon? Non, c'est correct. Moi, je vous vois. Vous pouvez me tutoyer, ça me dérange pas. Même que Mélissa Thériault, qui a dû quitter malheureusement pour retourner dans ses terres. Non, c'est parce qu'elle n'a pas de micro. En fait, Godefroy est parti. Je vais parler pareil. Godefroy est parti avec 2 micros. Vous ne la ferez pas taire, Fred. Godefroy prépare des entrevues, des épisodes. Un peu comme vous vous rappelez, on avait fait ça un été. Oui. J'ai des beaux souvenirs de ça. Oui, il prépare pour cet été là, des épisodes sur l'énergie. Son dada. Et là, il est parti avec 2 micros. Fait qu'il me manque des micros. Fait qu'on peut pas être les 5 autour de la table. Mais Mélissa et Mathieu, vous pourrez... Ils sont parmi nous. Vous échangez les micros. Quentin Lehmann, on s'était donné le défi de présenter des gens qui font des choses. Mais ça, vous allez adorer. On essaye de le relever, ce défi, et on continue aujourd'hui. Deuxième chronique. Mais là, rappelez-nous qui vous êtes, pour les millions de Québécois qui vous connaissent pas. Oui, les millions de Québécois fans de Fred Savard. Je m'appelle Quentin, je suis militant écologiste, mais plusieurs luttes m'habitent, et je milite auprès de plusieurs milieux différents, puis c'est ce qui m'a amené à vouloir inviter en fait plein de personnes autour de ce podcast, qui est donc surtout des jeunes militants, militantes, parce qu'on en parle beaucoup en fait dans l'épisode. Ouais. On vient de parler des jeunes idiots, d'ailleurs, juste avant. Mais on les invite à... Ça, c'est drôle. C'est l'idée, en fait, de les inviter autour du micro, parce que souvent, ces jeunes militants, militantes-là, qui se donnent corps et âme pour essayer d'amener la société vers autre chose que l'idiocratie, ils n'ont pas nécessairement la voix tout le temps. Et casser l'idée que les jeunes font rien. Absolument. On a parlé d'adultisme dans le dernier épisode. Ça va aussi dans ce sens-là. Je me permets quand même de corriger Quentin sur une chose. Désolé, Quentin. Je me suis beaucoup corrigé cette semaine dans le devoir, donc j'ai l'habitude. Je suis désolé. Non, mais ce que je dis, quand je faisais mes études, je disais qu'en fait, la régression, elle est généralisée. Oui, absolument. Oui, j'en faisais une blague. Okay, parce qu'il y a des résistances, il y a des luttes, il y a des mobilisations au Québec. Ça a été difficile de choisir laquelle inviter dans la prochaine. J'ai voulu inviter une jeune militante palestinienne. Ça a failli se faire finalement. Ça a été difficile de trouver. Mais c'est pas à cause de pression sioniste, c'est une question d'horaire. Non, Fred n'a pas voulu en fait parler de la Palestine, c'est pas vrai. Les horaires sont sionistes. Les horaires, exactement. Parce que le génocide en Palestine s'intensifie, prend une autre dimension ultra violente. Donc je voulais qu'on vienne en parler en priorité. Quentin, est-ce que vous mettez des guillemets au mot génocide absolument comme dans les grands médias? Absolument pas. Je le mets en majuscule, en gras, en italique s'il faut. Je sais pas comment on peut l'accentuer. Mais je pense qu'il faut le crier sur tous les toits. C'est un génocide. J'ai voulu aussi inviter des militants, militantes qui font des blocages en ce moment à travers le soi-disant Québec. Donc des blocages menés par les Néo-Risios Atikamekw, les Inuits, bientôt les Anishinaabe aussi, contre le nouveau régime forestier imposé par la CAQ. Mais finalement, on va parler d'antifascistes. Yes! Mais tout ça se relie de toute manière. Oui! C'est des sujets qui sont différents, mais qui sont semblables,
qui sont les mêmes. Donc, l'antifascisme a fait l'actualité dernièrement. J'y ai participé, malheureusement ou heureusement. Et j'ai décidé d'inviter autour de la table aujourd'hui un militant antifasciste qui s'appelle Younes pour venir nous parler en fait d'antifascisme en tant que militantisme. Comment est-ce qu'on peut être antifasciste? Puis c'est quoi au Québec antifascisme? Et c'est quoi au Québec le fascisme aussi, hein, au final, parce que ça Bonjour va ensemble. Younes! Donc, bonjour. voilà. Faites attention, le Quentin, il parle beaucoup. Ouais, il va falloir que je coupe un peu, j'introduisais mon invité, il est ici maintenant. Maintenant, je parle plus. Merci beaucoup pour l'introduction. Je réalise que je suis la 3e option aujourd'hui, mais ça reste d'actualité, donc tant mieux. Alors là, vous êtes antifasciste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, l'antifascisme, en fait, c'est de s'opposer aux idéologies fascistes. Et personnellement, je trouve que c'est important d'utiliser le terme fascisme parce que le racisme, qui est aussi un terme souvent utilisé, on dit antiraciste. Oui. C'est l'une des facettes du fascisme. Oui. Toutefois, dans la société où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on prône l'intersectionnalité, il y a tellement de luttes qui rentrent là-dedans. Il y a eu beaucoup de manifestations transphobes récemment, entre autres, au cours des dernières années. Donc, l'antifascisme, c'est venir et combattre toutes les idéologies haineuses qui essayent d'enlever des droits à des gens de notre société et qui, à mon sens, briment le vivre ensemble. Ouais. On va pas s'enfarger dans les définitions, parce que je sais qu'il y a un débat sémantique aussi autour de l'extrême droite, autour du fascisme, qui, moi, m'intéresse parce que je suis en train d'écrire et je fais des spectacles où je témoigne de cette montée de l'extrême droite, du fascisme. Moi, j'utilise beaucoup la définition d'Umberto Eco dans une de ses conférences. Il y en a qui disent, il faudrait la moderniser. On parle beaucoup de Paxton aussi. Bon, on peut accorder plein de définitions. Si on voulait la résumer pour juste situer les choses, pour après ça poursuivre, comment vous décririez le fascisme? Je dirais le fascisme comme une idéologie qui prône un retour vers un passé glorifié, qui met de l'avant la nation avant tout, vers une identité de la nation qui est justement identitaire autour d'une langue similaire, d'une religion, d'une couleur de peau. Je pense que c'est la façon la plus basique de voir le fascisme. Et tout à l'heure, pas la diversité, c'est une caractéristique. Exactement, avec un autoritarisme clair et défini aussi. Qui cultive une sorte aussi d'admiration pour les hommes forts ou la figure du chef. Absolument. Tout à fait. Par rapport à la réflexion sur le fascisme, est-ce qu'on peut parler de deux tendances, une américaine et une européenne? Absolument. Ben, c'est l'une des analyses qu'on peut faire de la situation au Québec parce que malgré ce qu'on pense et qu'on entend souvent, il y a de l'extrême droite au Québec qui s'est organisée dans le passé et qui s'organise encore aujourd'hui. Cette analyse-là, au niveau influence américaine et européenne, c'est de voir les différentes tendances qui viennent sous le fascisme parce qu'il y en a plusieurs. Souvent, ce qu'on voit qui vient des États-Unis récemment, c'est plus du national-socialisme, donc on peut dire du nazisme, une vision racialiste de l'ordre des choses, où est-ce que le fait d'être blanc est mis devant toute autre identité. On hiérarchise. Exactement, absolument, et on voit que c'est un peu logique que ça vienne plutôt d'Amérique du Nord, parce qu'il y a un passé colonial, un passé esclavagiste qui est très présent dans la création des États d'Amérique du Nord. Donc, c'est des idéologies où est-ce que c'est l'unité blanche qui prime. Au Québec, on voit que c'est des groupes qui sont bilingues, qui ont des liens avec d'autres groupes à travers le Canada, les États-Unis, et qui, très intéressant, ne sont pas séparatistes. Donc, en fait, jugent que la lutte pour l'indépendance du Québec et de la nation est secondaire et, en fait, divise la race blanche dans des combats qui ne sont pas importants. C'est absolument. Donc, l'un des groupes qui a existé au courant des dernières années, pour donner des exemples, c'est le groupe White Lives Matter, qui est venu en opposition au mouvement Black Lives Matter, qui a été un groupe qui a eu, somme toute, de la difficulté à s'organiser, mais qui a été présent tout de même et qui s'est transformé récemment en le Frontenac Active Club. Donc, je mentionne les groupes parce qu'il n'y en a pas une tonne. Comment vous dites Frontenac? Frontenac Active Club. Donc, les Active Clubs... Ça sonne quasiment comme un club de gens d'affaires. Ou de soccer. Absolument. Plutôt un club de sport de combat, je vous dirais. Exactement. Donc, en une phrase, les Active Clubs, c'est des groupes de jeunes hommes blancs qui se réunissent pour se préparer au combat, au tir et physiquement à une éventuelle guerre raciale. Oui, parce que la violence est centrale dans l'extrême droite et le fascisme. Exactement. Les Active Clubs, c'est une forme de fascisme ou de groupe fasciste qui s'organise récemment et il y en a un dans le Grand Montréal. Grâce au travail qui est effectué
leur présence n'est pas non plus très forte, mais il faut faire attention. Oui, et... on reste vigilant. Hein. Exactement. On fait pas peur au monde. Là. On reste vigilant. vigilant. Et de ce que je comprends aussi du travail antifasciste, c'est de documenter la présence de ces groupes-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs facettes. Et oui, la documentation, c'est l'une d'entre elles. Et aussi comprendre quelles sont les tendances et qu'est-ce qui existe en fait chez nous. Et là, la tendance européenne. Donc, la tendance européenne, ou de la façon que je le conceptualise personnellement, c'est une tendance plutôt fasciste ou nationaliste, ethnique, identitaire, qui prône justement un retour vers une unité linguistique, religieuse, culturelle. On était donc bien avant les problèmes qui viennent avec la mixité, avec la diversité. Et ça, on voit plus ça en Europe, où est-ce que justement il y a des nations-États qui ont des unités fortes entre elles. Et il y a quelques années, le Front canadien-français, des jeunes ultra-catholiques d'extrême droite qui se sont unis, qui allaient dans la rue pour essayer de ramener le Québec vers une époque où est-ce que la religion primait. Et, est-ce qu'ils se revendiquent de la catho-laïcité ou seulement de l'héritage catholique? Le Front canadien-français était vraiment de l'héritage catholique propre au Québec, mais pour y revenir, comme remettre le catholicisme à l'avant de la société québécoise et que la perte de la religion est une perte spirituelle de la nation québécoise. C'est le noyau qui a, après ça, participé à la création de la Nouvelle Alliance. Exactement, merci. Donc, c'est ça, et ça m'a amené à dire qu'en ce moment, le groupe qu'on pourrait considérer sous cette tendance-là, qui est actif au Québec, c'est une Nouvelle Alliance. Alors, peut-être parler, le Quentin, je vais vous inclure, parce que il y a des textes qui sont parus dans le Devoir cette semaine, dont une réplique. Un texte de gauche et 3 de droite dans le Devoir. Donc, c'est un score assez difficile, j'ai l'impression. Je te dirais que c'est la moyenne normale du Devoir, absolument. Oui, apparemment, j'ai cru que c'était un journal progressiste pendant un moment. non, franchement. J'ajouterais peut-être à la tendance européenne, parce qu'on la voit beaucoup aussi utilisée ici, la conspiration du grand remplacement. Oui. J'ai pas envie de dire la théorie, ou en tout cas, c'est vraiment complètement infondé. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très présent dans les théoriciens de l'extrême droite, en tout cas, qui essayent de mettre la théorie derrière leurs idéologies dangereuses, et on le voit vraiment utilisé ici. Ils utilisent subversion migratoire. Exactement, le terme subversion migratoire qui nous vient à la base de Mathieu Bock-Côté, aussi important à mentionner, qui est un chroniqueur d'un côté et l'autre de l'océan. Absolument. Très proche de Zemmour. Je veux qu'on parle de la Nouvelle Alliance, parce qu'il y a un texte de Nadia El Mabrouk qui est paru dans le Devoir, qui déplorait la confrontation. En même temps, c'est plus ou moins vrai. Conflit. Oui, entre des groupes antifascistes et la Nouvelle Alliance autour du monument de Dollars des Ormeaux lors de la fête des Patriotes. Permettez-moi, Mathieu, Fred, il est où ce monument? Moi, j'ai raté cette histoire-là. Au Parc La Fontaine. Ah, d'accord. Il est au Parc La Fontaine. Mais il y avait aussi un autre événement. Il y avait la marche officielle de la Journée des Patriotes à Montréal, qui était organisée aussi, dans laquelle les indépendantistes, nationalistes, etc. ont refusé la présence de Nouvelle Alliance. Donc, quand ils sont partis. Les gens de Oui-Québec ont été très, très fermes. Exactement, notamment du Oui-Québec et des autres organisations qui participaient à l'organisation de cette marche. Donc, 2 organisations différentes refusent la présence de Nouvelle Alliance et refusent de laisser la place, l'espace public, en fait, à ce moment-là. Et ils ont demandé, en fait, de ranger, je pense, les drapeaux. Parce que là, on s'entend, là, c'est ce qui était étonnant du texte de Nadia El Mabrouk, parce qu'elle est la dernière récipiendaire du prix Guy Rocher de la laïcité. C'est pas vraiment informé de la Nouvelle Alliance, puis même son texte dans le Devoir commence comme ça. Oui, mes enfants m'ont parlé de la Nouvelle Alliance, je ne sais pas c'est qui, et toute l'imagerie de la Nouvelle Alliance est très claire, c'est le Sacré-Cœur. C'est le drapeau. C'est le Fleur-d'Elysée avec le Sacré-Cœur, le carillon. Puis là, est-ce que c'est les Fleurs-d'Elysée comme qui s'inclinent vers le Sacré-Cœur? Exactement. L'imagerie est claire, là. Puis au-delà de l'imagerie aussi, dans leur manière de militer, dans les messages qui sont promulgués, dans les figures auxquelles ils font appel dans leur moment, etc. Avec Lionel Groulx, qui est leur chef, maître à penser principal. Tu sais, puis ils font des veilles au flambeau. Tu sais, il faut toujours se méfier, à moins d'être dans une nuit blanche de ski à Bromont, là. Parce qu'on non, mais ces montagnes-là, ils font pour rajeunir le public, ils font des nuits blanches où tu peux skier avec des flambeaux. Mais absolument, quand tu es dans un parc, attention,
Attention. Puis quand t'as un groupe avec juste des gars de 25 ans, ben trop propres, avec des jackets de cuir puis des cravates qui tiennent des flambeaux pour mon calme, 100%. Je pense qu'il faut lever le flag. Ben, il faut se méfier, mais c'est peut-être pas assez pour déclarer un groupe d'extrême droite à un certain moment. Non. Sauf que l'accumulation des preuves et des faits nous permet en fait de qualifier ce groupe comme étant un groupe d'extrême droite, possiblement néo-fasciste, à voir avec les mots, justement, on disait tantôt c'est difficile, mais en tout cas fascisant, ça c'est certain, si on utilise ce terme-là. Et ben, j'ai répondu à ce premier texte en fait en disant appelons un chat un chat. Mais attendez, parce que le texte déplorait qu'il y a de la chicane. Oui, qu'il y a de la chicane, il faut le dialogue. Puis les patriotes ont des belles valeurs, puis mon Dieu qu'on devrait glorifier. Puis là, à 100%. Puis je pense qu'il y a un délit d'omission ici, là, de ne pas vouloir parler. Puis Normand Baillargeon, lui, a republié le texte de Nandia El Mabrouk en disant « Regardez ce que la récipiendaire du prix Guy Rocher, là on parle d'un prix sur la laïcité, puis on n'est même pas capable de voir qu'un groupe utilise des symboles religieux catholiques. 100%. Et ça, on lève pas de drapeau. Heureusement que c'était pas des néofascistes musulmans, parce qu'on en a entendu parler. En fait, ça n'a pas de rapport avec ce qu'étaient les patriotes dans les années... Mais non, en plus! C'était des libéraux au sens philosophique qui voulaient la liberté, l'émancipation, Et là, vous avez donc répondu, vous avez voulu répondre à Nandia El Mabrouk. Effectivement. Et j'ai répondu dans une perspective antifasciste. J'aurais pu répondre dans une perspective patriote, nationaliste, historique. Je pense que c'est des réponses que, en fait, j'attendais d'autres personnes puissent faire cette réponse beaucoup mieux que moi. Mais j'ai préféré répondre avec l'idée que, il faut appeler un chat, comme je disais, que Nouvelle Alliance est un groupe qu'on peut qualifier d'extrême droite à tendance fasciste due à une multiplicité de preuves, notamment son accointance avec les tendances d'extrême droite européennes, des symboles utilisés par ces derniers, les marches au flambeau, vous l'avez dit, des moments où est-ce qu'on les a vus aussi flirter avec des membres du White Power américain. Ils sont identifiés. Je rajouterais la présence de néo-nazis connus à leurs manifestations en 2024 et en 2025. Et je rajouterais les contacts qu'ils ont avec différents groupes en Europe qui sont des groupes ouvertement fascistes. Quand on va voir qui like leurs publications, c'est pas des gens qui votent QS. On voit aussi les leaders du mouvement faire des signes apparentés au White Power américain. Donc ce signe-là, par exemple. On voit pas, évidemment, parce qu'on est dans l'audio. Le signe qui a été repris par l'alt-right américain, c'est comme faire hockey avec les doigts. Et en fait, les 3 doigts qui sont relevés sur la main représentent un W pour white. Ensuite, avec le rond qui se retrouve ici et avec l'avant du bras, ça fait un P pour power. On peut aller voir sur Google facilement, White Power Sign. Demandez à ChatGPT, il va vous le montrer. Exactement. S'il est biaisé, on sait pas. Les 3 doigts, c'est pas fraternité, égalité, liberté. Pas dans ce contexte-ci, vu que ça vient des États-Unis. C'est peut-être tradition, foi et... Bref, les preuves ne manquent pas. J'en ai cité d'autres. Il y a des photos à l'appui. On voit des tatous aussi qui reprennent, mettons, le soleil noir, qui est vraiment un signe, le culte néo-nazi du monde contemporain. Bref, mille et un exemples pour montrer que c'est des fascistes. Donc, j'appelle, en fait, à reconnaître cela et à s'organiser, en fait, en tant que société civile, en tant que mouvements sociaux, en tant que personnes qui ont accès à des micros, en tant que même que journaux qui ont un gros rôle à jouer dans la montée des extrêmes, de l'extrême droite plutôt, parce que l'extrême gauche, je la vois pas vraiment monter nulle part en puissance. Ça existe, bien entendu, mais comparément à l'extrême droite, mettons, qui prend le pouvoir dans plusieurs pays d'Europe ou même aux États-Unis. Donc, j'appelle à la méfiance. J'appelle surtout à s'organiser, s'éduquer et à refuser ces discours-là dans ce texte-là et à vraiment faire attention. Suite à mon texte, je vous invite à aller le lire. Il y a 2 autres textes qui sont censés. On a donné un texte, le Devoir a donné un texte à Nouvelle Alliance pour me répondre. Donc, ils sont très, très prompts à répondre aussi. Et une capacité rédactionnelle qui, souvent, je pense, peut endormir beaucoup de gens. Et ce qui est marrant dans mon texte, c'est que j'appelle à ne pas leur donner une voix, ce que le devoir faire par la suite, mais aussi qu'ils font souvent appel à la victimisation. Ils se disent ni de gauche ni de droite. C'est des stratégies très bien étudiées qui sont utilisées partout par l'extrême droite à travers le monde parce qu'ils savent que ça porte pas beaucoup de se dire fasciste aujourd'hui. Évidemment. Et on les voit le faire dans le texte dans lequel ils me répondent. Donc, bref. Et par la suite, une autre personne répond en disant que j'appelle à la censure par l'État et la justice aussi. Je sais quoi son nom? Moreau? Patrick Moreau. Qui appelle... L'ineffable Patrick Moreau. Qui met sur mon nom l'idée que j'appelle à la censure par l'État et la justice de certains groupes et qu'au final, je ne pense pas à demain en faisant ça. Chose qui m'a motivé à écrire mon texte. Bref, l'idée est de dire que il faut s'opposer ouvertement, en fait. Il faut nommer les choses comme elles sont si on a assez de preuves pour le faire. Et il faut s'organiser collectivement si on veut pouvoir arriver au Québec, ce qui arrive en ce moment à travers le monde. On le voit
en Europe, particulier. Mais en Inde aussi, aux États-Unis, dans certains pays vrai. d'Amérique du Sud, en fait, à travers le monde, il y a une mondialisation des idées néofascistes qui prennent le pouvoir à certains endroits ou qui s'organisent dans la rue de manière ultra-violente. Et il faut refuser ça au Québec, en fait. Mais on a encore l'espace pour le dans un faire. contexte de dialogue, parce que ça, c'est vraiment la marotte des médias, qui est pas mal, là, d'une certaine façon, sauf que où on trace la ligne entre censurer quelqu'un et dialoguer avec lui en prétextant que les gens feront le tri et décideront. Évidemment, moi, je pense qu'il faut combattre ces idées-là et ne pas leur donner de tribune. Il y a des cordons sanitaires médiatiques qui existent, entre autres en Belgique. En Wallonie. En Wallonie, voilà. Et étonnamment, ça a l'air de fonctionner. Mais il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais vous les censurez ». Ben en fait, je pense pas que Quentin appelle à la censure à aucun moment dans son texte. On appelle plutôt à un débat d'idées qui vient de la population, qui vient de ensemble se dire que ces idées-là ne sont pas acceptées chez nous. Ouais. En fait, à mon avis, c'est pas une forme de censure, c'est une discussion qui se fait, mais où est-ce qu'il y a un front populaire qui s'unit contre des idées qu'on juge tous ensemble inacceptables. Ouais. Mathieu? Je vous écoute, puis je pense qu'il y a un débat aussi sur si on en parle, est-ce qu'on leur fait de la publicité? Oui. D'une part, ça, c'est une question difficile. Mais c'est drôle parce que hier soir, je regardais beaucoup de documentaires sur la montée de l'extrême droite en Europe. Ouais. Ici, ça reste des mouvances relativement marginales. Oui, mais les idées... Voilà. Non, mais j'allais là. J'allais là en disant qu'il y a une certaine rhétorique qui peut percoler dans les médias. Oui. Mais il n'y a pas encore d'organisation politique ou alors c'est en train de se faire. Mais on sait que des membres de Nouvelle Alliance militent et au Bloc et au Parti québécois. Mais en Europe, c'est un autre monde. Là. C'est-à-dire que là, on est dans des... Tu sais, par exemple, quand l'AfD en Allemagne est plus sûr si le nazisme, c'était une mauvaise affaire. Ouais. Là, enfin, moi, j'ai l'impression que je serais curieux de savoir qu'est-ce qui fait que ça monte. Tu sais, puis la question, elle se pose en Europe, mais je la poserai même pour ici. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ces mouvements-là gagne une sorte de traction, attire des jeunes, en particulier des jeunes hommes. Là, c'est ce qu'on a l'air de voir. Oui. Ben, en fait, je reviens à ce que tu disais un petit peu avant. C'est vrai qu'ici, pour l'instant, il n'y a pas de groupes très organisés qui sont présents au Québec. C'est entre autres parce qu'au Québec, on a, je dirais, la chance de souvent voir ce qui se passe ailleurs en premier. Souvent, ce qui arrive au Québec arrive d'une autre façon, en tout cas au niveau du fascisme. On est un peu en retard, on va dire comme ça. La logique est retardée. On est un peu là. On peut s'arrêter. Mais franchement, d'un point de vue d'extrême droite, c'est quelque chose qu'on voit que les tendances sont souvent présentes aux États-Unis et en Europe en premier. Et quand on voit en Europe ce qui s'est passé au début des années 2000, entre autres avec le GUD, le groupe Union Défense, très connu pour leur violence, lorsqu'ils ont arrêté de militer dans la rue, lorsqu'ils ont vieilli, c'est des gens qui sont rentrés dans le Front National, maintenant Rassemblement National. Et la stratégie utilisée par Nouvelle Alliance, c'est justement de faire de l'entrisme dans le Parti québécois, dans le Bloc québécois. Et c'est la première fois qu'on voit des groupes d'extrême droite au Québec utiliser de ces stratégies qui ont fonctionné ailleurs. Et c'est là une partie de l'inquiétude, c'est que Nouvelle Alliance tente de sortir d'une vision groupusculaire de l'extrême droite pour atteindre un certain niveau de mainstream, comme on dit, pour justement bien se faire voir. Et c'est là toute la complexité lorsqu'on parle de censure, de comment gérer avec leurs propos. Mais ils sont souvent soutenus aussi par des personnes extrêmement riches et puissantes. Bien sûr. Les idées d'extrême droite attirent aussi des personnes qui ont besoin de certaines formes d'autoritarisme, peut-être à un certain moment, pour pouvoir continuer à faire du profit, continuer à prendre ces idées-là. Donc, on voit, mettons, aux États-Unis, les milliardaires de la tech s'approprier des idées fascisantes. C'est clair qu'ils financent. Moi, je pense que le réseau Atlas... on voit Bolloré en France qui fait ça aussi. Donc, c'est sûr que quand tu as des idées qui sont soutenues par des personnes ultra puissantes, ultra riches, qui possèdent en grande majorité les médias, on le voit de plus en plus. C'est le cas aux États-Unis et en France aussi. Vous avez raison, parce que même... l'espèce d'embuscade que Trump a servi au président sud-africain, il est allé défendre, vous parlez de White Lives Matter. L'apartheid. C'était ça. C'était comme une sorte de fabrication. Des photos prises au Congo. Totalement. Mais c'était ça. C'était de la rhétorique. Oui. Et en fait, les suprémacistes blancs nord-américains, dont le Frontenac Active Club, sont des supporters, des boers de ce qui a été fait là-bas et de leurs descendants. Oui, parlons du travail, on va finir avec ça. Quand on parle de travail, je veux d'abord
donner un aperçu de c'est quoi le travail d'un militant antifasciste. Ouais. Parce que souvent, les gens ont tendance... À part de péter des gueules. Ben, en fait, merci de l'amener parce que c'est important de dire que la violence physique, c'est une infime partie du travail militant antifasciste. Oui. Et malheureusement, c'est la partie plus sensationnaliste, donc souvent, on va y penser, mais le travail antifasciste, c'est une nécessité. L'un des éléments, c'est la documentation, comme on disait. Donc, il y a des ressources qui existent. Je pense entre autres à Montréal Antifasciste, qui prend le temps d'écrire des articles, de faire des recherches, de voir qui se cache derrière ces groupes-là, parce que souvent, c'est des gens qui essaient de garder un certain anonymat, et que lorsque leurs positions politiques sont mises de l'avant, ça amène des reproches de leurs proches, de leur famille, de leur milieu de vie, de leur travail, et donc ça ne donne pas envie de s'impliquer de cette façon-là. Ouais. Il y a tout et ça, c'est accessible. C'est des sites web qu'on peut consulter. Et, absolument. Voilà. Absolument. Il y a tout plein de livres aussi qui sont écrits sur le sujet. Il faut comprendre les discours fascistes et travailler à créer un contre-discours. Donc, une bonne partie du travail antifasciste, c'est justement le côté intellectuel de s'arrêter, de dire pourquoi est-ce que ces discours-là montent en puissance? Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes qui sont de plus en plus enclins à écouter ces propos-là et comment faire pour les contrecarrer? Et sinon, c'est du travail au quotidien de garder la ville propre, s'assurer qu'il n'y ait pas de collants qui soient affichés, s'assurer qu'il n'y ait pas de propos haineux qui soient tagués sur des murs. C'est de justement mettre de la pression tout ça, ça vient ensemble et c'est du travail qui doit être fait petit à petit. Et ce n'est pas que la violence, quoique, il faut être honnête, c'est une partie du travail qui est fait par les militants antifascistes. Parce qu'il y a une réponse aussi, je veux dire, il faut le dire, là, l'extrême droite, la violence, ça fait partie de leur culture et on la met de l'avant, puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la violence? Vous voulez dire l'affrontement physique ou... L'affrontement physique qui va arriver parfois, en fait, c'est une logique de dire qu'une certaine forme de violence peut parfois être nécessaire pour empêcher de plus grandes violences plus tard sur plus de monde. C'est difficile à s'imaginer, on voudrait tous être pacifistes, mais parfois... dans la conceptualisation de l'antifascisme... Attendez, vous dites que les câlins, ça suffira pas? Malheureusement pas. Okay. Malheureusement pas. Et parfois... c'est aussi existentiel, dans le sens de militants antifascistes trans, des immigrés ou racisés, des personnes, en fait, que ces groupes-là veulent voir disparaître. Qui refusent, en fait, de disparaître, qui veulent exister, simplement. Puis souvent, c'est ça, la violence vient essentielle. Si on parle de violence, là, en tout cas, l'affrontement, plutôt, vient de l'autre côté. Dans le refus de laisser l'espace public, il y a une réponse de l'ultra-droite à essayer d'exister aussi dans l'espace public et de refuser l'existence de d'autres personnes. Je parle beaucoup d'existence parce que c'est essentiellement là-dessus, en fait. Le combat pour exister, avoir des droits, ne pas être réprimé, censuré, c'est un travail antifasciste, en fait. Parce que si l'extrême droite monte en puissance, essentiellement, leur devoir idéologique, c'est de censurer. C'est de brimer, c'est de voire même tuer, justement. C'est documenté. Je veux dire, en France, il y a des marches néo-fascistes dans des villes comme Lyon. Le comité du 9 mai. Et les gens ont des gourdins. Ils sont armés, ils ont des poings américains, puis ils marchent dans les rues de Lyon, souvent avec des cordons policiers qui sont là pour que la marche se déroule bien. Je veux dire, il y a des interrogations. Là. Je sais qu'il y a des gens qui vont être heurtés par l'utilisation de la violence, mais à un moment donné, c'est ça. Les câlins ne suffiront pas. Puis, il faut réfléchir à la contre-violence, en fait. Oui, voilà. Vraiment, il y a beaucoup de littérature là-dessus aussi qui est très, très intéressante. Je vous invite vraiment à aller lire là-dessus. J'aimerais ramener 2 situations précises. La première, très récente, à Paris, en février 2025, où est-ce que, lors d'une conférence, une projection de film d'un groupe de jeunes socialistes, il y a une trentaine de néo-nazis qui sont arrivés, qui ont poignardé des gens et qui sont ensuite partis en courant en criant « Paris est nazi ». Donc, il y a une réelle forme de violence. On peut aussi penser à fin années 80, début années 90, dans Hochelaga, Centre-Sud, dans des quartiers historiquement ouvriers, canadiens, français, on peut dire, de Montréal, où est-ce qu'il y a eu des bandes de jeunes qui prennent des vannes tard le soir, font le tour du quartier, trouvent une personne noire, débarquent, la tabassent, rembarquent dans la vanne et ainsi de suite. Des ratonnades du genre qui se voient encore à ce jour à Paris, à Lyon. Donc, la violence, c'est un outil privilégié de l'extrême droite et comme quand elle le mentionne, parfois une certaine forme de contre-violence est nécessaire, mais c'est important pour moi de mentionner que ce n'est pas ça le travail antifasciste, il y en a beaucoup plus. Voilà. Bref. On peut tous faire du travail antifasciste, peu importe nos moyens, nos conditions, et ce n'est pas que la violence.
il y a le terme de l'antifascisme du quotidien qui m'importe beaucoup et que j'aimerais amener. L'antifascisme du quotidien, c'est, avec ses proches, travailler à défaire les idées préconçues qui entourent l'antifascisme, parce qu'on en a de plus en plus, avec Trump qui a martelé The Antifas et ainsi de suite. Donc, l'antifascisme a une mauvaise réputation en ce moment, et une partie du travail, c'est de parler à ses proches de comment l'antifascisme est nécessaire, déconstruire les propos de sa famille, de ses amis, de ses collègues qui pourraient avoir des propos haineux, prendre le temps de le faire, même si parfois c'est désagréable au souper de Noël de devoir expliquer à mon oncle pourquoi est-ce que ce qu'il dit, c'est pas nécessairement vrai. Ça fait partie de la lutte. De toute façon, les soupers de Noël sont souvent pénibles. Racisme ou non. Ton oncle, c'est ton pénible, petit frère, hein? C'est pas juste les vieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ces temps-ci, je dirais plus les petits frères. C'est vrai, malheureusement. Et pas seulement sur les questions de racisme, c'est les questions de droits des personnes LGBTQ+, sur plusieurs questions. Discours antiféminisme, masculinité toxique. Voilà. Absolument. On peut aussi partager les informations qu'on trouve en ligne, s'assurer que l'information circule, les informations qu'on a sur des gens qu'on côtoie, se renseigner sur les signes qui existent. Si vous voyez un collègue, par exemple, qui arbore des signes fascistes, le mentionner, en parler aux gens près de vous. Et surtout, et très important, se déplacer, participer lorsqu'il y a des appels, des manifestations, des rassemblements, être présent physiquement, pas dans une perspective violente, mais pour dire « je suis là, j'appuie les communautés marginalisées et je ne vais pas laisser des groupes haineux prendre une place avec leur discours. » Hey, messieurs, merci. C'était passionnant. Je pense que ça remet certains pendules à l'heure, mais on répète, à la balado, on n'appelle pas à la violence, on appelle... à être vigilant et à se défendre. Et à arroser ses plantes. Et à arroser ses plantes, parfois avec violence, quand elles refusent de pousser. Hey, merci, messieurs. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut ce 34e épisode de la balado. Je vous l'avais dit que le segment sur l'antifascisme et la montée de la Nouvelle Alliance, c'était quelque chose. Moi, j'avoue que j'ai un grand respect pour les militants antifascistes, pas tant pour l'aspect violent, je pense qu'on l'a compris, là, mais pour l'aspect documentation. Ils font une job que les grands médias ne font pas, malheureusement. Puis je veux pas dire que les grands médias sont complices, mais c'est un travail qui doit être fait. Il y a des choses que ce sont les militants qui doivent le faire. Puis j'en profite parce que la loi 89 a été adoptée, on en a parlé ici avec Antoine Casgrain, et c'est drôle, c'est Jean Boulet, ce boulet de ministre qui rappelait que c'était une loi vraiment nécessaire d'enlever des droits de grève parce qu'on est dans une société militante. Quel commentaire débile. Alors, voilà, les militants sont importants. Puis la CAQ, je m'excuse, mais la CAQ, vous êtes des militants. Puis le PQ, vous êtes des militants. Puis Québec solidaire, vous êtes des militants. On est des militants. Les militants, ça fait partie de la vie politique. Que ce soit de droite ou de gauche, c'est pas mal d'être militant. Au contraire. Hey, des petits messages. Je veux remercier Communauto. Je le fais pas assez souvent. Merci, Communauto, parce qu'au moment où vous entendez cet épisode, je suis en route pour Rimouski pour aller enregistrer un épisode pour les 30 ans du journal Le Mouton Noir. Puis c'est grâce, entre autres, à Communauto que je peux tellement économiser sur mes frais de transport qui me fournissent des voitures. Merci, la gang de Communauto. Vous êtes avec moi depuis le tout début en 2019. La fidélité, la loyauté... Faut le souligner. Je vous invite à vous abonner, bien sûr, à On a fait nos recherches, et aussi à l'infolettre de la balado, parce que à peu près aux 2 semaines maintenant, plus ou moins aux 2 semaines, je vous donne des liens complémentaires sur les épisodes. Je vous invite à partager aussi les épisodes sur les réseaux sociaux, d'être des militants de la balado pour que le projet continue à essaimer. Je rencontre encore trop de gens qui me disent que ah ouais, tu fais du podcast, ouais, il faudrait bien que j'écoute ça. Ben voilà, il faut que les auditeurs, la communauté des auditeurs et des auditrices fasse fleurir ce projet. Alors n'hésitez pas à partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que je serai en spectacle avec Corinne Laperrière le 18 juin au Minifest, au Cabaret des Curiosités. Les billets sont en vente sur lefredsavard.com/événements ou sur le site du Minifest, mais je vous dirais, passez peut-être direct par mon site, ça va être plus simple. Donc, 18 juin. Pour ceux qui ont vu Le Vieil Homme et la Mère l'an dernier au Minifest,
On a évidemment retravaillé certains textes, on les a actualisés. Moi, je propose un nouveau numéro sur les médias, entre autres, une réflexion sur les médias et beaucoup sur les médias publics, sur Radio-Canada, entre autres. Alors, ceux qui ont vu le show l'année passée, vous n'avez pas vu ce numéro-là. Donc voilà, les billets sont maintenant en vente et je rappelle que le 5 juillet, ce sera la prochaine grande soirée dansante de DJ Fred Savard, produite par les entreprises Fred Savard, cet empire médiatique en construction. Venez danser pour vrai au Wolfgang Plaza, c'est tellement le fun. Et ça fait du bien en cette période de trouble je pense qu'il y a quelque chose d'hygiénique à danser pendant des heures et des heures. Et je rappelle que pour les donateurs et les donatrices de la balado, ceux qui ont donné 72 $ et plus pour cette saison-ci, qui est la contribution suggérée, quand vous achetez un billet pour la grande soirée dansante, je vous offre un billet gratis. C'est pas un 2 pour 1, c'est un 1 pour amener un ami ou une amie. Et les profits s'en vont directement dans mon fonds autogéré pour détruire le capitalisme. Alors voilà. Ça aussi, les billets, vous pouvez aller sur lefredsavard.com dans la section événements. Alors, la façon de fonctionner, c'est que vous achetez votre billet sur le point de vente et après ça, vous m'envoyez une capture d'écran, une preuve d'achat ou un facsimilé. Pour les plus vieux. Puis vous m'envoyez ça, puis moi, je vais vous rajouter votre billet, dans le fond, sur la liste des invités. Ça se fait pas automatiquement, là. C'est une promotion maison à l'interne, là. Alors, parce que moi, j'ai pas accès directement à chaque personne qui achète un billet sur le point de vente. En fait, il faut vraiment m'envoyer la preuve que vous avez acheté un billet et vous pourrez donc amener un ami sur le bras de la balado. C'est des soirées vraiment très, très cool. Des espaces de danse sécuritaires. Je répète ce que les gens me disent. Alors, faut vivre ça. Au moins une fois dans sa vie. Les grandes soirées de DJ Fred Savard. Puis au Wolfgang Plaza, la salle est vraiment écœurante avec l'écran géant. Il va y avoir 2 VJ, 450 personnes qui dansent dans une même communion d'esprit. C'est extraordinaire. On va terminer en musique. C'est drôle parce que pendant le segment... avec ce militant antifasciste qui nous parlait de actuellement ce qui se passe, mais aussi à la fin des années 80, il rappelait ces luttes antifascistes qui déjà animaient Montréal et le Québec. Ça m'a rappelé le groupe Mimum & Morgenthaler que j'écoutais religieusement à l'époque et il y avait une chanson qui s'appelle Your Friend. Ça a été un peu ma porte d'entrée au répertoire de Mimum. Et j'ai eu envie de vous l'offrir, cette chanson-là. Puis Mimum & Morgenthaler, dans mon esprit, c'est peut-être un des 3 meilleurs noms de groupe de tous les temps. Me, Mom and Morgenthaler. Évidemment, il faut se rappeler, à l'époque, Henry Morgenthaler était extrêmement dans l'actualité. Donc, le groupe formé en 88 était tout à fait brûlant d'actualité avec ce nom de groupe que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. Je les ai vus en show Spectrum, entre autres. Puis ils étaient 8 sur scène, des anglos qui parlaient français. Ils abordaient l'anarchisme dans leurs chansons. C'était vraiment très, très lié à l'époque. Les colocs aussi sont apparus à peu près en même temps. Et c'était vraiment dans le même esprit, d'une certaine façon. J'ai même déjà prêté mon ampli au chanteur Gus. À l'époque où j'avais un groupe qui s'appelait Les Ineffables Tito, on avait fait la première partie de Mimum à Saint-Hyacinthe, ma ville natale, à l'époque où j'étais au cégep. Il y avait Grimmskunk aussi dans ce show-là. Fait que nous, on était vraiment le band local. Puis, ils avaient grillé leur ampli. Et ils partaient pour une tournée dans le nord-est américain. Je pense qu'ils allaient faire un showcase pour CMG, si ma mémoire est bonne. Puis, moi, j'avais un gros lab. Un ampli lab à lampe. Et Goss était venu me voir à la fin du show. Il m'avait dit « Hey, ça te dérangerait-tu de me louer ton ampli pour notre tournée? » Fait que moi, j'étais comme honoré, quasiment, même si je n'avais pas fabriqué l'ampli. Fait que je dis « Ben oui, go, tu peux partir avec, je te le loue. » Puis finalement, ils partent en tournée. Puis tu sais, on n'est pas proche, pas amis, moi, avec Gus, là, du tout. Et j'ouvre le Voir, le journal Voir, 2 semaines après, et on lit un entrefilet à l'effet que Mimum & Morgenthaler s'est fait défoncer leur camionnette et ils sont fait voler leur stock. Et je suis certain que mon ampli a été volé. Et finalement, ils reviennent plusieurs semaines après et finalement, non. Ils s'étaient fait voler des guitares, entre autres, mais pas mon ampli. Alors, j'avais récupéré cet ampli sur la rue Parc à l'époque où habitait Gus. Voilà, c'était ma petite anecdote avec
Me Mom and Margaret Tyler. On va aller écouter ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Stand by your side, the harder it'll hit me when you take me for a ride. You'll see there's nobody there when the people you stand up won't bother to stare. I said, I don't wanna be your friend. Time you borrow is time I lend. I wanna take this to the end. I don't wanna be your friend. Take my gifts and you give me the sack. I said, I don't wanna be your friend. Time you borrow is time I lend. I wanna take this to the end. I don't wanna be your friend, no. Sound. Let's get out the classroom and get into the hall. Eyes didn't bother look around. Your number's written wrong all over the bathroom wall. I don't wanna be your friend. Time you borrow is time I lend. I wanna take this to the end. I don't wanna be your friend, no. Your friend, time you borrow is time I lend. I take this to the end. I don't wanna be your friend. I don't wanna be your friend. I don't wanna be your friend. I don't wanna be your friend no more. I don't wanna be your friend.